Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le secteur des comics, évidemment, et de leurs adaptations, avec l'ami Corentin ici présent. Bonjour, ça va Arnaud? Ça va très bien et toi? Bah oui. Il fait chaud. Oui, il fait très très chaud. On peut que recommencer à enregistrer nos podcasts dans des conditions estivale, disons-le. Et donc, balnéaire même. Big up à tous celles et ceux qui doivent subir des coups de chaleur, mais heureusement, on est là avec un podcast rafraîchissant, enthousiasmant, qui va vous apporter plein de belles choses, et notamment de l'actu, du débrief de l'actu des comics, parce qu'il s'est passé vraiment pas mal de choses, et pour une fois aussi beaucoup du côté des adaptations. Alors, heureusement, j'ai fait un programme où, Corentin, je t'épargne le débrief des trailers de jeux vidéo, puisque je pense à toi, et je sais que tu n'aimes pas parler de jeux vidéo, et du coup, on va commencer tout de suite avec la partie comics. Et je vais faire juste un tout petit point, comme d'habitude. Vous le savez, j'aime bien vous parler des campagnes de financement participatif qui sont actuellement en cours à l'heure où on enregistre ce podcast. Et celle dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, en fait, c'est le retour d'une campagne dont on vous a déjà parlé quelque part, puisque Achilleos, en fait, a lancé sa campagne Ulule pour le financement des dernières intégrales de la série Giant Days de John Allison, Max Sarin et Lisa Treiman. Donc Giant Days, on vous en a déjà parlé quand même pas mal de fois, que ce soit dans les front pages justement pour ces campagnes, que ce soit aussi dans les back issues, puisqu'on vous avait parlé justement des premières intégrales quand elles étaient sorties, mais aussi on a eu le plaisir, et là je reflexe un petit peu, d'avoir John Allison, le créateur de Giant Days, dans les Super Friends. Donc pour vous expliquer ce qu'est cette série dans laquelle on suit le quotidien de 3 étudiantes à la fac, donc Esther, Suzanne et Daisy, qui voilà en fait vivent leurs aventures entre les cours, les aléas amoureux, la vie politique de la fac, tout ce genre de choses, qui essaient simplement de vivre tranquillement leur vie. C'est une série qui est superbement illustrée, parce que Max Sarin et Lisa Treiman, elles ont ce style assez proche de l'animation, un trait qu'on pourrait vulgairement dire, si on s'amusait à genrer les traits, que c'est un peu girly, mais je n'aime pas du tout cette appellation, parce qu'elle veut tout et rien dire. Mais voilà, vous savez que c'est une BD donc qui est dans la comédie, un petit peu de romance, un petit peu de tranche de vie. C'était vraiment une très très chouette bande dessinée, qui a d'ailleurs eu plusieurs Eisner Awards, qui a été récompensé à de multiples reprises. Et donc en plus, les intégrales de Achilleos, il faut le dire aussi, il y a un super travail qui est fait d'un point de vue fabrication. Ce sont de beaux livres-objets avec cette couverture là qui est un peu en simili en toile, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce sont de très beaux bouquins. La campagne elle est en cours ce mois-ci chez Ulule, et donc vous pouvez participer et même vous procurer les premières intégrales si vous voulez rattraper votre retard. Il y a même le premier tome qui est proposé en format numérique à seulement 10 € si jamais vous voulez juste tester la série avant de vous engager sur le reste. Donc allez-y, le lien est dans la description du podcast, vous cliquez sur la news en question et puis vous tomberez dessus. Autre campagne aussi, je fais juste un petit big up à nos copains et surtout à Thomas Mourier de Bubble, puisqu'il fait aussi une campagne en ce moment pour financer en fait la sortie de 3 bouquins sur la bande dessinée. En fait, Thomas avait fait en 2018 ou 2019 déjà un énorme bouquin qui s'appelle Panorama de la bande dessinée, enfin voilà, pour aborder en fait tout ce qui se fait dans le 9e art, que ce soit franco-belge, comics et manga. Et en fait là il est en train de faire 3 nouveaux ouvrages. Alors c'est en fait une collection Panorama maintenant que ça s'appelle, et c'est pour aborder 3 types de bandes dessinées différentes. Alors donc il y a donc la collection s'appelle 9e art Panorama, et donc il y a 3 ouvrages. Il y a un panorama en fait sur la bande dessinée jeunesse, un autre sur la bande dessinée asiatique, donc forcément on va parler de manga dedans, mais pas que, c'est aussi c'est vraiment la bande dessinée asiatique sous toutes ses formes, en partant aussi du côté de la Corée par exemple, de la Chine ou des Philippines, et aussi ça c'est pour nos amis des petits coquinous, un panorama de la bande dessinée érotique. Et donc bien entendu petits coquinous. Oui, non mais voilà, mais par contre c'est un art aussi, la bande dessinée érotique. Non mais justement on est je fais ce petit commentaire, mais c'est pour rigoler, mais en fait c'est quand même un travail qui est très sérieux pour vraiment aborder, voilà, on n'est pas là pour parler de gros hentai dégueulasses et des 3 volumes de Ma sœur est une experte en fellation, mais bien de bande dessinée. C'est une vraie BD, ça existe vraiment. Je sais. Mais voilà, vraiment de bande dessinée érotique, puisque voilà, il y a de multiples formes, de multiples façons de faire. Et ce qui est bien en fait, c'est que Thomas pour le coup va
pas écrire ces bouquins tout seul. En fait, il réunit à chaque fois 3 co-auteurs et pas des moindres, hein, puisque donc pour le panorama de la bande dessinée érotique, c'est avec Vincent Brunner, donc qui est journaliste notamment au Figaro et aux Inrocks, qui dans les sections culturelles qui s'en occupe. Pour le panorama de la bande dessinée asiatique, c'est Rimi Ingeltera qui est avec nous, qui est aussi auteur sur Bubble, mais aussi sur Bodoy, sur pas mal en fait de médias, et il est vraiment très 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 spécialisé sur le manga, donc sur le manga et sur la bande dessinée asiatique. Donc voilà, assurance aussi d'avoir des auteurs de qualité. Et pour le panorama de la bande dessinée jeunesse, on a Sonia Deschamps, aussi autrice, qui notamment travaille pour le festival d'Angoulême. Donc voilà, c'est pas des noms de sortie de n'importe où, ce sont à chaque fois des plumes très très douées. Et voilà, donc on vous invite aussi à aller voir sur Ulule cette collection panorama qui a dépassé les 50% là de financement. Il reste encore quelques jours pour atteindre les 100%. Et on espère que votre curiosité, celle qui nous caractérise aussi par ailleurs, voilà, permettra d'aller au moins vous inciter à consulter la page, et puis on l'espère de soutenir cette campagne. Ensuite, Corentin, le mot aussi d'usage pour faire part des annonces d'invités pour la Japan Expo, puisque on sait déjà qu'il y a une partie Amazing qui s'intéresse à toutes les pop culture différentes de celles venant du Japon, et donc il y a plusieurs éditeurs de comics qui seront présents pour présenter à la fois des nouveautés, mais aussi ramener des équipes créatives. Alors 404 Comics, on vous avait déjà dit qu'ils étaient présents, et donc on a la confirmation en fait de 2 de leurs invités qui en fait qui signent en fait la première création originale de 404 Comics. Donc ça s'appelle Mundus. C'est un titre de science-fiction en fait qui voit des adolescents se retrouver un peu téléportés dans un monde parallèle, et quand ils reviennent chez eux en fait s'aperçoivent que voilà, tout a complètement changé. Donc c'est écrit par Laurent Kessy, qui est aussi traducteur de comics en plus d'être auteur, et qui a déjà signé pas mal de choses, et Oriol Reg, qui est un dessinateur alors qui nous vient d'Espagne, je crois, qui s'occupe des dessins. Donc le titre sera disponible en avant-première voilà, sur le stand de la Japan Expo, et forcément ce sera super intéressant d'aller les rencontrer tous les deux pour faire un petit Super Friends. Vous vous en doutez bien, de toute façon, dès qu'il y a des gens qui se déplacent dans le coin, nous on est là avec nos micros, on les attend guet-apens, puis on sort, on fait Super Friends. Même quand il fait pas de comics, hein. C'est Arnaud dans la rue, il voit un mec qui passe, Super Friends, dès qu'il se déplace en fait. Est-ce que tu veux pas faire un Super Friends avec moi, s'il te plaît? Son kebabier en a marre d'ailleurs, hein. C'est bientôt d'ailleurs le kebabier en podcast. Ouais, pourquoi pas, il y a des choses à dire sur le métier de kebabier aussi. Du côté de Comics Initiative aussi, qui a annoncé sa présence, on retrouvera aussi pas mal d'invités de leur part, puisque il y aura déjà des auteurs maison qui signent des créations originales publiées chez Comics Initiative. Donc on aura Laurent Lefebvre de l'excellent Foxboy, qu'on a déjà reçu sur Super Friends. Je vous rappelle, il y a un podcast de 2h30 pour revenir sur toute l'aventure Foxboy, qui à mon sens est excellent. C'est vraiment un parmi les Super Friends, parmi les préférés que j'ai pu faire, parce que Laurent a toujours énormément de choses à raconter. On a également Jocelyn Billard qui sera présent pour soutenir les contes du Givre, d'ailleurs dont la campagne pour le 3e tome arrive tout bientôt, ou peut-être même déjà démarré. Je crois qu'elle arrive tout bientôt. Jocelyn Billard, qu'on a aussi reçu en Super Friends, puisque voilà, on va encore le dire quelques fois, mais on a quand même reçu pas mal de gens, mine de rien, avec First Print. Karen Berger. Ouais, alors les gars, c'est qui domine le game? Tom King et Elsa Chartier. Exact. Liber Mero. L'avez-vous écouté? J'espère. Liber Mero, putain, c'est vrai. Voilà. J'étais pas là, donc c'était moins bien. Ouais, peut-être. Quand même se le dire. Ouais, peut-être, on va se le dire aussi. Allez, il y aura aussi Vic et Black de la publication Setsujoku, qui est vraiment un titre assez hybride, qui emprunte beaucoup au manga, et auquel on va pouvoir s'intéresser aussi et rattraper notre retard. Et puis il y aura aussi un invité international, puisqu'on aura le plaisir d'avoir Alberto Jiménez Albuquerque de retour chez nous, parce qu'il vient souvent en France, forcément puisqu'il habite pas ultra loin, hein, il nous vient d'Espagne également, et en plus il parle français. Donc lui, il a signé les dessins de No One's Rose, dont on a parlé dans un récent Package Shoes. Donc là aussi, ce serait Letter 44 avec Charles Soule aussi. Tout à fait, le Letter 44 avec Charles Soule, 6 tomes chez Glénat. Donc voilà, encore un artiste qu'il fait bon d'aller voir. On va d'aller lui faire coucou et de se faire dédicacer sa bande dessinée, parce que No One's Rose, on vous l'a dit en back shoes, c'était plutôt pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est les annonces du départ pour vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe, on va dire entre guillemets en temps réel. La Japan Expo, c'est la partie Amazing et Japan Expo, c'est du 14 au 17 juillet 2022
2022, donc il y a encore un peu le temps de voir venir, mais vous êtes au courant et donc vous savez que vous pouvez vous y rendre pour, si vous voulez un petit peu, voilà, vous faire dédicacer et rencontrer des auteurs de bande dessinée que vous avez entendu parler sur First Print. Et donc pour les campagnes Ulule, les liens sont dans la description et vous pouvez aussi aller soutenir tout simplement ces jolis projets. Corentin, on a eu beaucoup d'annonces du côté d'Urban Comics. On va pas tout débriefer quand même, mais du côté des indés, on a quand même pas mal de choses qui ont été annoncées. En l'occurrence, et sans forcément commencer par le plus important ou pas, mais on a Refrigerator Full of AIDS, donc la suite dans le label Hill House de Basket Full of AIDS de Joe Hill et Leo Max qu'on avait beaucoup aimé. Il y a aussi un nouveau Rick Remender qui s'appelle Une soif légitime de vengeance, j'allais dire de Vengeance, qui est donc le titre français de A Righteous Thirst for Vengeance, donc de Rick Remender et André Limas Aruro. Et on a aussi peut-être surtout le 10e tome de Saga de Brian Kevon et Fiona Staples, et j'ai aussi inclus quand même parce que c'est dans du Black Label mais c'est du titre d'auteur forcément, c'est le Catwoman Lonely City de Cliff Chiang. Donc voilà, donc au moins 4 albums sur lesquels il faudra porter toute son attention puisque on est quand même sur du pas mal sur du pas mal et sur même du très bien par moment. Ouais, alors dans l'ordre, Refrigerator effectivement c'est la suite, mais ce n'est plus Joe Hill et Leo Max, c'est Rio Yowers et Tom Fowler. Donc Tom Fowler, on en a déjà parlé notamment dans Quantum and Woody. C'est une bonne BD effectivement qui est un peu plus légère, un peu moins anxiogène et un peu moins horreur à la Joe Hill, j'ai envie de dire, parce que on en avait parlé quand on avait abordé le volume. Chez Joe Hill, il y a un peu ce côté presque méta-parodique des écrits de Stephen King, puisqu'il fait toujours un truc qui ressemble à son père mais qui va toujours détourner un peu pour évoquer d'autres aspects du fond humain, on va dire, comme dans Horns par exemple, qui commence comme un film d'horreur et en fait devient une comédie noire et une romance, etc. C'était pareil pour Basketful. Là, on est plus sur un film d'action horrifique. Ça se passe toujours à Brody Island. La hache est retrouvée par un couple poursuivi par des bikers. La fameuse hache que quand tu coupes la tête de quelqu'un, elle continue de parler après. Ça. Et ça marche aussi pour les animaux puisqu'il y a un requin qui est une scène assez jolie d'ailleurs. C'est plutôt bien illustré, c'est bien narré, c'est effectivement quand même plus... En fait, c'est plutôt la réponse justement aux suites de grands chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur qui souvent sont un peu plus débiles, mise en abîme justement dans cette suite-là. Catwoman Lonely City, c'est excellent, c'est le Dark Knight Returns de Catwoman, en peut-être un peu moins désespéré quand même. Catwoman sort de prison après 10 ans, après une nuit d'horreur qui a vu la plupart des membres de la Bat Family mourir. Harvey Dent est devenu maire et comme dans toutes les dystopies gothamiennes, il dirige la ville d'une main de fer avec des robots, des policiers Bat Cops. Voilà, donc elle va mener une sorte de dernière aventure, de dernier casse. C'est vraiment très bien, c'est Cliff Chiang donc de Wonder Woman et de Paper Girls, excellent dessinateur et excellent être humain en demeurant. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Saga qui revient, voilà, là c'est pas forcément un truc, on a besoin de débriefer 10 ans. Vous savez ce qui s'est passé à la fin du tome 9 pendant 10 ans. Un tome par année. Du coup. D'accord, ok. C'est le tome 10. C'est parti, allez hop. Allez, on se retrouve en concept de podcast, tu vois. Donc pour résumer, voilà, Brian Kevon avait prévu effectivement de faire une pause après le numéro 54 qui se finissait sur un gros cliffhanger que je vais vous divulgacher immédiatement. Attention! Non, je rigole. Et faut pas faire ça. Mais non, faut pas faire ça. Et donc ils sont revenus l'année dernière avec Fiona Staples et Urban Comics évidemment prend la suite de la saga, j'ai envie de dire. C'est toujours aussi bien, il y a un vrai petit bond temporel, il y a un nouveau statu quo qui est posé, c'est la deuxième partie de la grande histoire qui durera 108 numéros. En tout, ça c'est 54 autres numéros normalement de prévu. Donc là c'est vraiment la deuxième moitié, on va dire, de tout ce qui était prévu au départ. Et enfin, le dernier, j'ai oublié, une soif légitime de vengeance. Très beau jeu de traduction, parce qu'effectivement, Rightful Thirst for Vengeance, c'est pas forcément très évident à adapter. C'est l'histoire de Sonny, qui est on va dire, pour pas vous spoiler, il fraye avec des milieux un peu louches de tueurs à gages, un peu comme Barry, de la série Barry. Il va un jour, comme dans Bittersweet Life, tomber sur une commande, on va dire, qu'il ne peut pas honorer. Et va décider de protéger la cible. Ça va beaucoup plus loin ensuite, c'est très violent, c'est très angoissé. C'est une BD assez particulière, tout en contemplation, tout en ambiance. C'est pas la BD avec le plus de dialogue de Rick Remender, mais c'est très bien dessiné. André Lima Rojo, qui avait aussi fait Generation Gone, édité chez iComics en France. Extraordinaire dessinateur, qui pareil, on pourrait le rapprocher un petit peu de Frank Whiteley. Voilà, c'est génial. Tout ce qui a été cité là est bon à prendre, au moins par curiosité. Évidemment, Saga, il faut tout lire maintenant. On rappelle qu'Urban fait une offre découverte des 2 premiers tomes à 10 € chacun en pack, donc 20 € pour les deux. Si vous voulez vous y mettre, il faut vous y mettre. C'est pour le mois de juillet, je crois. Pour le mois de juillet, d'accord. Il me semble. Vérifiez sur le site d'Urban. Donc oui, voilà, c'est effectivement un truc qu'il faut découvrir maintenant, parce que voilà, maintenant il y a plus d'excuses en mode genre j'attendrai que ça reprenne, etc. Parce que voilà, on rappelle, Saga, c'est plus de 10 Eisner Awards en 4 ans, c'est la série qui a été récompensée chaque fois en meilleure série régulière, meilleure nouvelle série, meilleur artiste, meilleur cover artiste et compagnie et compagnie.
Rick Remender qui continue à créer, c'est génial. On rappelle que Scumbag est arrivé récemment en VF aussi. Faudra qu'on en parle. Et voilà, Joe Hill, j'aime bien. Enfin, il a c'est toujours aussi bien. Et voilà, j'ai envie de dire qu'Urban Comics et en indé fait toujours de très bonnes choses. Très bien. Et justement, du côté des rééditions aussi du programme, il y a quand même aussi le format Urban qui, en fait, est en train de devenir un peu le format de réédition de luxe, en fait, pour les intégrales de séries indé. Et forcément, ça fait quand même plutôt plaisir puisque les titres qui ont été annoncés, parmi les titres qui ont été annoncés, qui reviennent dans le grand format Urban, donc qui se rapproche un petit peu du franco-belge, comme on vous l'a dit, c'est d'une part Day Tripper. Tu veux un peu nous dire? Oui, Fabio Moon, Gabriel Bá, c'est l'histoire de Brass, un journaliste de la chronique funéraire de sa ville de Sao Paulo, chronique funéraire, comment on dit? Si, c'est ça, la nécrologie, enfin, il annonce les morts, on va dire, qui va un peu imaginer qu'est-ce qu'aurait pu être ses vies. Enfin, c'est un peu une exploration de tous les possibles, de rêverie, en fait, de comment aurait pu se décider son destin à tel moment, à tel moment, à tel moment, de l'image de son père. C'est inspiré évidemment par la vie de Moon et Bá, comme tout ce que font Fabio Moon et Gabriel Bá d'ailleurs. Et c'est un des bouquins préférés de Urban Comics, de François Hercouet déjà. Il a été réédité à maintes et maintes reprises. Moi, j'admets, je vais pas le reprendre juste parce qu'il est standard Urban, mais si vous ne l'avez pas découvert, évidemment, c'est encore une fois un chef-d'œuvre et un truc qu'il est bon d'avoir lu. Et l'autre réédition, c'est Seven to Eternity de Rick Remender et avec Jérôme Opeña. Alors, il y a d'autres dessinateurs, mais c'est surtout avec Jérôme Opeña, grand titre de Dark Fantasy, dans lequel on suit un homme, en fait, qui en fait veut s'opposer à celui qu'on appelle le maître des murmures, une créature, enfin, un régent assez fascinant qui a le pouvoir, en fait, de corrompre tout le monde en leur proposant, en fait, en leur faisant une proposition à l'oreille, justement. Et c'est la proposition, c'est, en fait, si tu te soumets à moi, je pourrais t'offrir tout ce que tu désires. Et donc, on va suivre comment ce bonhomme va vouloir s'opposer à lui, essayer de le descendre, puis le capturer, et puis ça va partir très très loin. C'est absolument génial, je trouve. Faudrait que je finisse d'ailleurs, parce que j'ai pas fini avec les derniers tomes qui viennent de paraître dans l'édition normale de Urban, mais c'est hyper prenant, c'est très politisé dans le discours, et il y a un imaginaire qui est absolument gigantesque, notamment quand c'est Jérôme Opeña qui dessine. C'est pour ça que le format Urban, par contre, les très grandes planches de Opeña, ça va être le feu sur vos cataractes. Ça va être assez incroyable. Donc moi, je suis ultra chaud pour cette réédition aussi. Tant mieux. Donc je suis content de savoir que tu aimes bien Seven to Eternity. C'est pas un préféré. Tu es pas comme moi. C'est pas un préféré de Remender, on en avait parlé dans le podcast. C'est un imaginaire qui me parle moins et je trouve qu'il est plus efficace sur des trucs comme Deadly Class ou Black Science Law, même quelque part une soif légitime de vengeance. Mais si je pense que maintenant vous commencez un peu à nous connaître, vous savez qu'Arnaud est plus fan de fantasy que moi. Donc à mon avis, si vous êtes dans sa catégorie des gens qui voient Dark Souls partout dans le café du matin ou dans T'as vu que je l'ai même pas dit, Oui, alors que pourtant t'as dit Dark Fantasy, c'était implicitement dit, je trouve. Mais vas-y, mais dis-le si tu veux. Il y a du Dark Souls donc voilà, si vous êtes comme Arnaud, c'est-à-dire un fou, n'hésitez pas à vous jeter sur Seven to Eternity. Sachant qu'effectivement, le format Urban est quand même un bon standard d'édition. Moi, j'étais ravi de voir les Lestar débarquer dans ce standard-là et pas dans les plus petits formats comics. Donc oui, j'espère limite qu'il y aura d'autres. Parce qu'ils ont déjà annoncé aussi pour Deadly Class justement, et pour Descender, deux BD magnifiques de Wes Craig et Descender, c'est même déjà sorti le premier tome. Voilà, ça c'est les trucs qui vont profiter d'avoir des très grandes planches. Parce que c'est quand même très très beau. Très très beau. Et il y a aussi le East of West d'ailleurs qui est disponible en intégrale complète maintenant, 3 tomes dans cet énorme format qui, je trouve, apporte un vrai plaisir de lecture. Voilà, on est complètement corrompu. C'est pas non plus on devrait complètement demander des sous à Urban pour faire ce genre de commentaires élogieux, puisqu'on est acquis à cette cause. Pour en envoyer spontanément. Tout à fait. Les gars, si le loyer tombe bientôt là. Corentin, une petite sortie aussi que j'avais envie de chroniquer, et on fait un big up à l'ami Fabrice qui travaille justement chez Fluide Glacial, puisque vous le savez, non, vous le savez peut-être pas, mais du côté de Fluide Glacial, il y a un passif avec les super-héros, notamment avec le célèbre Super Dupont, qui avait été même une fois dessiné de Gottlieb, qui avait été dessiné par Neil Adams. Et en fait, de temps en temps, Fluide Glacial aime bien s'essayer aux super-héros. Alors c'était en 2019 où ils avaient sorti justement un hors-série spécial super-héros avec des réimpressions de vieilles histoires sur ces thématiques et aussi des inédits. Et en fait là, c'est un album de bande dessinée, donc assez traditionnel dans le format, puisque c'est 54 pages ou 56 pages, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle Super Vilain. Et de quoi ça parle? Ça parle tout simplement d'adolescents dans un lycée qui ont des pouvoirs, mais un peu comme dans l'Enfance de Troie, c'est des pouvoirs qui sont pas forcément utiles à chaque fois. Donc il y en a une. Enfin, donc on s'intéresse à Sandra, Wilma et Hugo. Et Sandra, en fait, par la pensée, elle peut te faire
chier, mais littéralement, c'est-à-dire que si tu l'emmerdes trop, c'est vachement utile. Si tu l'emmerdes trop, c'est toi qui vas être très très emmerdé dans ton caleçon. Il y a Wilma qui, elle, peut brouiller les ondes et l'autre peut provoquer le désir sur commande. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, je pense. Clairement, je sais pas, c'est une meuf qui est sexy de base ou non, c'est Hugo. Ah, c'est Hugo. C'est Hugo. Bah, ouais. Mais Chris Hemsworth, il a le même pouvoir. Hein. C'est un pouvoir qu'il ne faudrait pas me donner, mais clairement. Non. Parce que sinon, je confirme. Je vous ferai tous faire des galipettes. Je confirme. Pour un oui ou pour un non. Mais peut-être que le monde s'en porterait mieux. Mais pas que avec moi. Non, Arnaud. Non, pas dire ça. Je suis pas égoïste, hein, tu sais. Moi, je pourrais faire ça coupler Zemmour et moi. Je vais pas finir ma phrase. Ouais, c'est donc, ça. Oui. Et donc, en fait, ils sont dans un lycée, ils ont ces pouvoirs de merde, donc c'est plutôt pratique pour essayer un peu de foutre le bordel et tout ça en salle de cours et tout ça. Mais quand il y a des vrais problèmes qui demandent parfois de sauver des gens et d'avoir un petit peu des responsabilités, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ça s'appelle Super Vilain. Ce que j'aime bien, c'est leur tagline sur l'album qui dit un pouvoir de merde implique de grandes conneries. Donc on est dans la déconne. Il y a un esprit un peu provoque, alors dans l'esprit marketing à la The Boys, mais quand même en moins trash et tout ça. Mais c'est un petit peu trash. Il y a aussi de l'humour un petit peu potache. Façon Flux de Glacial, si vous connaissez. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils essaient quand même de se renouveler aussi, de pas juste rester justement trop dans l'humour potache. Donc c'est écrit par, alors c'est une création de Morgan Tanko. Et de Philippe Pelaez, et Philippe Pelaez qui avait déjà signé Alter chez Dracou, donc la collection fantasy de chez Bamboo Édition, qui est chapeautée par Arlarstone. Donc quand même deux bonhommes qui ont déjà un sacré background en fait dans le milieu de la bande dessinée. Ils ont déjà... Qui t'as dit? Philippe Pelaez. Non, le qui est chapeauté par Arlarstone. Ah ok, pardon. Arleston, Tarquin. Oui, bien sûr. Bah, l'Enfeust, oui, du coup, effectivement. Voilà. Et donc, voilà, donc des gens qui ont déjà pas mal d'albums de bande dessinée à leur CV, et notamment, c'est vrai qu'il y a, je crois que c'est PLS qui sort un album prochainement chez Grand Temps qui a l'air absolument sublime, qui s'appelle, je crois, L'Écluse, qui a l'air vraiment très, très, très intéressant. Enfin, bref, voilà. Donc, ça a l'air plutôt sympathique. Ça sort, alors là, pareil, on vous en parle parce que l'annonce, elle est déjà en ligne, mais ça sort le 7 septembre. Donc, il y a encore le temps de venir voir, mais clairement, nous, on était déjà allés voir, hein, les copains de Fluide, notamment pour Big G, qu'on était donc des frères Marco, qui était vraiment aussi un très bon super friend, ce qu'on avait pu faire avec ces gens-là, et on aime bien s'intéresser aussi à ce genre de BD qui passe un petit peu dans des référentiels pop culturels qui nous parlent et qui sont dans notre ligne édito. Donc pareil, on vous invite comme toujours à faire preuve de curiosité et d'aller jeter un œil. De toute façon, tout ce dont on vous parle, vous savez, vous cherchez les termes sur comicsblog.fr, il y a les news liées, tout ça, vous pouvez voir des images, des previews et tout ça. Corentin, on continue du côté de la VF, il y a aussi pas mal de choses à aborder. Alors du côté de Rackham, triste nouvelle, hein, la dernière fois qu'on a parlé des éditions Rackham, c'était pour dire qu'ils sortaient pas de nouveautés en 2022, et donc là maintenant ils nous font même le coup de en fait on arrête de publier Sin City. Oui, ce qui est vraiment dommage parce que c'est un peu les seuls qui ont fait Sin City en France. Parce que quand vous cherchez éventuellement qui d'autre aurait pu éditer Sin City, il y avait effectivement une boîte qui s'appelait Vertige Graphique, mais en fait c'était une coédition avec Rackham. Donc Rackham édite Sin City depuis 1994, donc dès les débuts, hein, en vérité, de cette série de Frank Miller, on rappelle, en noir et blanc, enfin plutôt en aplat de noir ou en aplat de blanc, dans une ville où le crime a toute puissance, où les policiers sont corrompus, où les criminels sont plutôt des héros un peu violents et un peu vénères, où en gros on a inversé toutes les polarités traditionnelles de l'Amérique, c'est-à-dire que le pouvoir est corrompu et les criminels sont la seule force de justice parce qu'ils ont les flingues et les valeurs. Donc Rackham effectivement avait tout édité jusqu'au tome 7 et l'Enfer est de retour, Ellen Back, et l'album des filles et les flingues qui était une collection qui reprenait des petits courts segments qu'avait fait Frank Miller dans l'anthologie Dark Horse Presents à l'époque, qui était déjà édité aux États-Unis, mais en France qui était un album bien spécifique. Donc c'était quand même un très beau travail. Je pense qu'on est quand même très nombreux, moi le premier, à avoir découvert justement Sin City avec le travail de Rackham. Tout à fait. Moi je me rappelle très bien de ces heures passées à la médiathèque de mon village et de lire Sin City, des éditions Rackham. Sur le dos d'une vache, en accompagnant son père dans les champs. Faut vraiment que tu arrêtes d'avoir ce genre de... T'as dit le mot village. T'as dit le mot village. Le mot village. Pardon. Donc, pareil, les grosses intégrales, les volumes intégrales avec les couvertures blanches justement qui étaient très beaux aussi. Ils ont vraiment très bien rendu justice au style de Frank Miller. Et puis c'était quand même une grosse propriété quoi. Sin City, faut que j'articule, ce n'est pas rien, c'est quand même 2 films, un long métrage entre guillemets, le premier de Robert Rodriguez qui a quand même un peu chamboulé les choses à Hollywood sur la technologie de la caméra numérique, de la colorimétrie. Bon, même s'il a mal vieilli aujourd'hui, et les fonds verts aussi, c'est quand même un film qui avait marqué son époque, une scène de Tarantino et tout. Les BD elles-mêmes sont géniales. Enfin, pour la plupart, il y a quand même quelques ratés dans le tas, mais c'est un peu la dernière grande saga de Frank Miller. Si on fait exception de ce qui va être de l'ordre du DK-SA et du DK Golden Child et du DK3, parce que c'est quand même moins apprécié, je trouve, en tout cas, parmi les fans de Frank Miller.
Et même la BD elle-même, enfin, je dis, moi, c'est quand j'ai vraiment découvert le film Sin City, j'ai été en médiathèque, pareil comme toi, dans mon village, Ivry-sur-Seine. Et j'ai trouvé le tome, et c'est même comme ça qu'après j'ai commencé à lire Moore, parce que j'ai lu le Rinage d'à côté, après dans les M, après Miller, il y avait Moore. Donc c'est une BD qui est importante pour moi, et ce que faisait Rackham était très intéressant. Maintenant, on va pas se mentir, c'est pas forcément lié que à la situation de Rackham. On sait que Frank Miller a récupéré les droits d'édition de Sin City de chez Dark Horse, alors je sais pas comment il a fait, pour les emmener chez Frank Miller Presents, sa structure à lui, dont on a déjà parlé. C'est facile, je pense qu'il a fait un truc assez simple, il a fait bonjour, je m'appelle Frank Miller. Oui, probablement, c'est vrai qu'on n'a pas tous ce pouvoir-là. J'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, moi, des fois aussi, hein, mais... Ouais, mais dans ce cas, tu serais dans une chaise roulante. Ouais, il y a des responsabilités aussi qui vont avec. Donc, tout ça pour dire que, j'ai pas relevé ta blague, validiste. Donc, pour résumer, effectivement, Frank Miller va se mettre en indépendant. Il a monté sa boîte pour faire des NFT et détruire la planète. Ce qui fait que, a priori, Dark Horse ne peut plus négocier les droits qu'ils avaient avec Rackham. J'imagine en tout cas que ça marche comme ça. De la même façon qu'on peut s'imaginer que d'autres pays qui éditent Sin City vont devoir passer la main. Il faudrait qu'on regarde ce qui se passe en Espagne ou au Portugal, par exemple, ou dans les pays anglophones en dehors des États-Unis. Mais moi, j'imagine assez bien que Frank Miller, qui maintenant ne se cache pas qu'il est intéressé par l'argent, ira draguer un éditeur avec un plus gros chéquier, parce que ça reste quand même une grosse propriété Sin City. Ouais, et pourtant Dark Horse ils ont été rachetés par Embracer, donc la thune il y en a aussi techniquement quoi. Mais bon. Oui, mais lui ils veulent faire ça en indépendant. Je parle, tu vois, j'imagine bien qu'ils iraient voir Delcourt ou Panini, enfin une boîte qui a un plus gros chéquier que Rackham quand même, qui est effectivement, comme on l'a dit, une petite structure. C'est déjà dingue qu'ils aient réussi à garder Sin City au pinacle des films et justement de tout ce côté un peu transmédia qu'il y avait à l'époque. Donc moi, si je veux, je suis triste. Mais en même temps, je me dis qu'on a tous acheté ces bouquins-là. Enfin, qui n'a pas acheté Sin City déjà au moins une fois? C'est les bouquins qu'on croisait tous à Gibert quand on allait à Place Saint-Michel, tu vois. C'est tout le monde a vu au moins un Sin City dans sa vie. Donc quelque part, j'espère aussi que Frank Miller sera pas non plus trop gourmand à l'avenir et que ça va pas détériorer la qualité des bouquins qu'on avait. Ça peut être l'occasion de nouvelles traductions, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu particulières, les traductions de chez Rackham. Moi, je les adore, hein, mais il y a vraiment un vocabulaire argotique extrêmement désuet où, tu sais, Marv disait c'est nanant. C'était le terme qu'il utilisait pour dire c'est marrant, c'est nanant. Et apparemment, c'est un truc qu'il veut dire en argot, c'est rigolo. Donc, faudra voir effectivement si ce sera l'occasion de poser un petit coup de jeune ou un petit coup de neuf sur Sin City, parce que si c'est juste pour rééditer ce qu'avait fait Rackham chez un autre éditeur, moi, ça m'intéresse très peu, et je trouve ça assez triste pour la situation des petites boîtes comme ça, qui déjà sont atteintes par la crise du papier, par la concurrence sur le marché de la BD, où justement les chéquiers prennent du poids et où les petites compagnies n'ont pas forcément les moyens de lutter. Et puis surtout, je trouve ça triste parce que, voilà, c'est des BD auxquels je tiens. Ouais. Tout simplement. Très bien. Et autre nouvelle aussi. Tu rigoles? Non, je rigole pas du tout. Et autre nouvelle super intéressante, et c'est marrant parce qu'on parlait de ce personnage il y a pas si longtemps dans un Back Issues VF à propos de crossover de Donny Cates. C'est Huggin Emenin qui prépare une intégrale du Madman de Michael Red. Corentin. Oui, c'est moi. Et Madman, du coup, il faut que j'en parle, c'est ça? Tout à fait, parce que moi je le connais pas. Hein. Je vais faire preuve d'honnêteté. Tu n'es pas tout seul. Je n'ai pas lu. Madman, ça a jamais été édité en France de toute façon, donc de base, il y a très peu de gens qui connaissent en dehors des lecteurs VO. Et même au sein des lecteurs VO, c'est pas la propriété sur laquelle tu te diriges en premier. On va dire que t'as plus de facilité à aller vers un Hellboy ou vers un Spawn qui ont été créés à la même période que vers Madman. Donc effectivement, c'est le personnage qui apparaît en 90 chez Caliber. Dans Graphic Music, une anthologie qui parlait un peu de musique et de super-héros de Michael Red. Michael Red, artiste de génie, qui s'inspire énormément des couvertures et de l'iconographie des années 60, du pop art aussi notamment. À l'époque, son style n'était pas encore finalisé, il dessinait un peu à la Brennan McCarthy, pour ceux qui voient. C'était très beau déjà à l'époque, hein, un travail de couleur était extraordinaire. Et il a créé Madman, donc qui est un super-héros, on va dire, qui s'appelle Frank Einstein, donc jeu de mots sur Frankenstein et sur les deux prénoms, enfin le prénom et le nom de famille de ceux qui ont inspiré son créateur, puisque il a été créé par un scientifique qui était fan de Frank Sinatra et d'Albert Einstein. Voilà, jeu de mots. Pour ceux qui voient l'univers de Michael Red, pour ceux qui ont lu Forager, pour ceux qui ont lu X-Ray Robot, ou même Ecstatics, hein, avec Peter Milligan, c'est de toute façon un univers qui est très absurde, très bariolé, très coloré, où tout peut se passer. Le personnage lui-même a des pouvoirs qui sont, on va dire, assez fluctuants. Généralement, il est surtout très acrobatique. Il a un don pour l'empathie, un petit pouvoir de prescience, voilà. Et il vit effectivement tout un tas de rencontres avec des beatniks. Il y a beaucoup de beatniks. Il y a aussi, voilà, des allégories un peu sur, on va dire, le fascisme ou le conservatisme, ou généralement, en fait, tout ce qui est un peu trop normé par rapport à l'imaginaire de ce mec qui est extrêmement exponentiel. Donc, Huggin Emenin avait déjà édité l'album Bowie, qui était réalisé par Michael Red. Du coup, c'est pour ça qu'a priori, ils ont dû se dire que c'était le moment un peu d'attaquer Madman.
Et ils font un truc assez ambitieux puisque c'est 12 volumes quand même, alors leur anthologie, leur intégrale qu'ils ont prévu de faire. Donc 12 volumes, c'est pas rien pour un personnage qui est quand même, on le rappelle, pas très connu. Il faudra voir les tirages, il faudra voir combien ça leur a coûté surtout. Aux États-Unis, je crois que c'est plus Dark Horse qui a la licence, c'est Image Comics. Mais effectivement, comme tu le rappelles, Madman est présent dans Crossover et pas que, il est présent aussi dans Invincible. Il a des petits caméos dans les films de Kevin Smith. C'est considéré un peu comme une icône du comics underground pour le trait de Michael Red. Et parce que justement, c'est des histoires extraordinaires qui sont toujours très bien narrées, qui sont toujours très, très agréables à suivre, mais c'est très peu connu, même aux États-Unis. C'est-à-dire que Madman, c'est un truc de connaisseur, c'est un truc de chineur de BD, bizarre, on va dire. Donc, tel quel, effectivement, je pense qu'ils prennent un risque à faire ça, mais quelque part, si personne ne prenait des risques, on n'aurait pas de BD intéressante en France. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le début d'un rêve, l'édition française de iZombie, qui pourrait précéder l'édition française de Spaceman chez Urban Comics. Et voilà les gars. Vous avez un Corentin qui part trop loin direct. Michael Red, c'est un putain de génie. Mais je pensais que t'allais dire, je pensais que t'allais faire la blague que ça pouvait ouvrir les portes après un Spaceman en VF, mais non, mais je fais cette blague par rebond du coup. Ouais. Allez, rebondis. Je ne rêve pas trop grand. C'est ça. Mais voilà, donc ça arrive en septembre aussi, et on est chaud, on vous en reparlera à coup sûr de toute façon. Vous savez, lisez tout Michael Red, de toute façon. On parle souvent, on en parle quand même pas mal des sorties à Guinémanine comics et tout ça, donc voilà, il faut quand même des plutôt bons bouquins en plus, je trouve. Ouais. Franchement, l'adaptation de Dune par Raoul Allen tout à fait est vraiment chouette. Il y a le Jack Kirby qu'on a reçu et qu'il faut absolument dont on vous parle parce qu'on laisse traîner les choses. Ils ont importé récemment le Frankenstein et Wachowski, plutôt de Steve Cross et Jeff Darrow, mais sponsor par les Wachowski à l'époque. Et puis qu'est-ce que j'oublie? Non, mais voilà, c'est pour dire qu'ils font des choix vraiment intéressants en fait dans leur publication, et que j'ai envie de dire, ça va être la 5e fois que je dis qu'on va appeler à votre curiosité pour aller vous en renseigner sur ce genre de choses, blablabla. De toute façon, là, il faut être curieux. Ouais. C'est pas un truc que vous allez lire. Si, il y a un album de Madman qui est sorti en France, qui était le crossover avec Superman, Hullabaloo, qui était édité sous, c'est une toute petite boîte en 2008, donc il y a 14 ans. Donc vraiment, c'est un personnage que vous ne pouvez pas connaître à part si vous avez lu Crossover. Peut-être que c'est croisé, peut-être que justement ils ont vu qu'Urban allait ramener Crossover, ils sont dit, techniquement les deux sont dans les mêmes ils sont dans les mêmes lots, c'est Média Participation, donc peut-être qu'il y a effectivement, ils ont vu il y a des accointances de catalogue où ils disent peut-être que, mais du coup je pense pas, parce que je crois pas qu'ils soient non, je pense pas non plus, mais du coup ça tombe bien entre guillemets, donc commencez par Crossover, qui déjà vous donnera envie de lire Paybacks pardon. Donc commencez par Crossover et peut-être vous serez un peu plus intéressé par l'idée de qui est ce monsieur avec un point d'exclamation sur son torse. Voilà. Allez, Corentin, on passe du côté de la VO. Il y a pas mal d'acteurs là qui se lancent dans les comics. On en a vu pas mal le faire. Alors forcément, celui qui a eu le plus de visibilité, c'était Keanu Reeves avec Berserker, qui d'ailleurs est sorti le premier tome en VF du coup chez Delcourt. Je crois. On en a même pas parlé. Je suis content. C'est pas bien parce que c'est pas ouf en fait. Ouais, mais ça aurait été bien quand même de revenir sur ce premier tome, quoi. Notons-le, Baguichous VF, allez hop. Oui, très bien, notons-le. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, que parmi tous ces acteurs, il y a Patton Oswalt. Donc, Patton Oswalt, qui a donné sa voix à MODOK dans la série d'animation du même nom. Patton Oswalt qui donnait sa voix à Happy dans l'adaptation des comics de Grant Morrison. Qui donnera bientôt sa voix au corbeau Matt dans la série The Sandman, parce qu'il est dans toutes les adaptations de comics, partout, tout le temps. Et c'est parce que c'est un grand fan de comics, et donc il va se lancer dans un comics de super-héros chez Dark Horse qui s'appelle Minor Threats. Ouais. Alors effectivement, c'est intéressant parce que en fait, Patton Oswalt, on pourrait se dire qu'il aurait été un peu déçu de l'annulation de MODOK, qui est un projet passion pour lui. Et en fait, pas du tout. Enfin, si, j'imagine qu'il est déçu, mais l'idée pour lui, je pense, c'était plus de mettre le pied dans la porte de l'écriture de comics, puisque à l'époque où ils ont lancé la série MODOK, ils avaient prévu une mini-série sur justement le personnage de MODOK, écrite par Oswalt, et qui, a priori, devait un petit peu servir de, comment dirais-je, de capitalisation sur un gros nom, puisque même si tout le monde n'est pas fan de Patton Oswalt, ça reste un grand nom de la comédie aux États-Unis, qui a fait toutes les sitcoms que vous voulez, qui était dans Parks and Recreations, qui était peut-être pas dans New Girl, mais qui a fait un caméo un peu partout. C'est vraiment un acteur comique, en plus que tout le monde connaît, parce qu'il a un physique très particulier. Donc il a écrit cette BD là, qui après n'a pas donné suite. Il a fait un Black Hammer Vision, avec notamment avec notre ami Jeff Lemire, et il s'est dit, tant qu'à être là, je vais essayer de faire un truc à moi. Donc il a pris ses potes sous le bras, donc les potes avec qui il a fait justement le comics MODOK et la série animée. Non, pas la série animée, parce que c'est l'artiste de la série de la BD MODOK qui s'appelle Scott Hepburn, et son co-scénariste qui est Jordan Bloom.
c'est qu'on avait vu dans mais qui ressemble vachement à Jean Ralphio de je sais pas pourquoi je dis ça, mais mais grosso modo voilà, ils vont faire une série originale chez Dark Horse qui sera un univers de super-héros un peu inspiré par M le Maudit mais en version comique, c'est-à-dire qu'en fait il y a un Batman dans cet univers, le Insomniac, il y a un Joker qui est le Sticker et il y a un Robin qui est le Kid Dust. Voilà, donc en fait le Joker va tuer Robin comme d'hab, Batman va péter un câble, instaurer une dictature policière dans la ville, ce qui fait que les petits truands, les Condiment King, on va dire, les Kite Man, les Movie Masters, etc., vont pas pouvoir agir librement. Et donc ils vont se dire, bah écoute, c'est nous qui allons l'attraper. Parce qu'on a des connaissances dans ces réseaux-là, on va se lancer à la poursuite du Joker, et on va lui péter la gueule, comme ça, Batman sera calmé, et on pourra reprendre nos petits larcins tranquilles, nos petits trucs de braqueurs. Donc c'est vraiment un truc un peu comme la série Rogues de Williamson, sur l'école bleue en fait de la super-vilainie, sur le côté les petits truands de bas quartier, ceux qui sont pas forcément des vraies grosses menaces cosmiques, ceux qui sont pas des Némésis, ceux qui sont pas les héros d'arc très très élaborés, qui vont se fédérer pour essayer de rendre la justice comme la mafia qui traque le pédophile dans M le Maudit. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire, les dessins ont l'air très jolis, il y a vraiment une allégorie assez évidente sur le monde de DC Comics, un peu à la The Boys aussi, puisqu'on imagine qu'on va parodier du super-héros, mais fait par un passionné de super-héros qui connaît son sujet. Dans les interviews, Oswald, vraiment, il peut te citer, tu vois, si on s'éclate à dire que Iman Vellani est une vraie nerd des adaptations de comics, enfin des comics, pardon, et qu'elle connaît tout par cœur, etc. Patton Oswalt, c'est pareil, mais en pire, parce que vraiment, le gars, il lit des comics depuis qu'il est gamin. Je pense que c'est vraiment un truc qui fait par plaisir, parce qu'il a pas besoin d'argent. Je le vois très mal lancer une adaptation dans la foulée. Non, mais c'est cool, en fait, tu vois. Dans les projets, justement, par rapport à Wesley Snipes, qui fait son crowdfunding pourri, là, pour la BD nulle, ou, même Keanu Reeves, quelque part, parce que ça reste du John Wick immortel. C'est du John Wick cross the Old Guard, quoi, on va dire. Et l'adaptation a été signée tellement peu de temps après qu'on ne peut pas ne pas se dire qu'en fait, c'était un peu prévu. Là, Oswald, je pense que c'est vraiment juste un passionné de BD qui veut se faire plaisir, qui embarque ses potes avec lui. Et voilà, tant mieux. Enfin, moi j'irai lire ça avec plaisir et j'espère qu'il sera aussi bon scénariste qu'il n'est acteur comique, parce que moi il m'a jamais vraiment déçu. Voilà. Et sinon on pourrait aussi citer David Duchovny, qui lui se met à l'écriture de comics chez Dark Horse avec un roman graphique Kepler, qui est une sorte de Planète des singes un peu décalée. Voilà, c'est encore une fois un nouveau talent d'Hollywood qui vient s'implanter chez nous. J'ai pas de grief envers David Duchovny, que j'adore dans X-Files au demeurant et dans Californication, Hank Moody, respect éternel, même si t'es un enfoiré et que t'avais un petit peu prévu le mouvement MeToo. Parce que vraiment, c'est très particulier comme personnage. Mais voilà, enfin, c'est, dans ce mouvement, je te dis, espèce d'exil, des grands noms d'Hollywood qui veulent faire de la BD pour se faire adapter, comme Oscar Isaac, qui va juste mettre son nom sur la copie. Oscar Isaac présente pour me dire qu'il écrit pas, qu'il dessine pas. Là, c'est l'inverse, tu vois, c'est vraiment, il s'investit à fond, il invente des personnages, il invente un univers. Moi, je suis chaud. À la Gérard Way, quoi. À la Gérard, ouais. Donc c'est bien, parce que ça fait quand même pas mal de choses qui se passent du côté de Dark Horse. On se demandait s'ils allaient survivre, enfin comment ils allaient juste se rattraper après voilà la perte de pas mal de licences. Voilà, c'est en allant signer des créations originales avec des grands noms devenus en dehors de la sphère pure du comic book. Oui, puis ça se passe plutôt bien en général. Les annonces qu'on a depuis quelques mois, même là t'as Mignola qui revient pour faire la suite entre guillemets de Hellboy and the BPRD, donc ça continue à rouler. Ouais. Voilà. On verra en tout cas si les ventes se suivent. Allez, du côté des indés aussi, on a parlé il n'y a pas longtemps du départ de Joe Quesada de chez Marvel. Et en fait, le lien, c'est que en fait, il y a deux anciens de Marvel qui s'appellent Bill Jemas et Axel Alonso qui ont fait un truc qui s'appelle Iowa Studios. Et bien, on vous avait parlé aussi d'Iowa Studios parce qu'il y avait un nouveau label qui s'était monté chez eux qui s'appelait Lesser Evils, qui en fait est plus pas tant un label qu'une forme d'univers partagé, qui au départ devait inclure, en plus de comic books et de courts-métrages d'animation, des NFT. Sauf qu'en fait, Iowa est revenu très rapidement là-dessus, sur le fait qu'en fait non, finalement ils allaient pas faire de NFT, par rapport au fait que c'est de la merde, mais aussi que le secteur du Web 3 comme on l'appelle en fait est très fluctuant et que les NFT c'est pas forcément en fait le meilleur truc dans lequel tu veux investir. Tant pour ta crédibilité que même d'un point de vue financier, mais en tout cas ça pourrait être le sujet de discorde entre Bill Jemas et Axel Alonso, puisque Bill Jemas a quitté Iowa pour fonder sa propre structure qui s'appelle Be Good Studios LLC, qui pour moi dans le communiqué d'intention se présente vraiment comme une forme de artiste elite comics, en disant vraiment ouais, on va faire une structure, une entreprise de divertissement qui appartient aux artistes, aux artisans, qui racontent et font vivre les histoires du business, et surtout eux ce qu'ils disent c'est qu'ils vont miser avec Be Good sur des webtoons,
forcément parce que ça explose, des comics, des romans graphiques et des films d'animation et du live action, tout en créant et en marketant des NFT et en faisant des produits dérivés calés pour la grande distribution. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le communiqué de Gemma, c'est vraiment de dire ouais, nous on va pas faire comme les autres éditeurs, c'est-à-dire faire des comics puis après aller démarcher pour qu'ils soient optionnés et ensuite adaptés. Eux ils disent vraiment on va créer directement les histoires puis après on va rassembler des fonds à part des gens voilà qui sont placés stratégiquement, des investisseurs du Web3 et tout ça. Donc grosso modo en fait ils vont gagner des sous, j'imagine en faisant des NFT autour de leur création et après que les sous gagnés avec cette technologie honteuse serviront à produire des films et tout ça. Franchement, je le sens pas du tout, je le sens vraiment pas du tout. J'attends de voir les comics par contre parce que je pense que BitGema sera capable de réunir des personnes très intéressantes d'un point de vue qualitatif, peut-être moins intéressantes d'un point de vue éthique. Pour le coup, on verra s'il y a vraiment du NFT à la clé à chaque fois. Mais on a vu que voilà qu'il y a plein d'artistes qu'on apprécie et qu'on aime, que ce soit on a parlé de Frank Miller avant, mais même Alex Ross, ça il fait des NFT, ça fait chier, tu vois ça. Alex Ross, c'est un mec qui est sur le marché de l'art depuis avant que le marché de l'art existe. Ouais, mais il pouvait se contenter de continuer à vendre ses toiles il pouvait, oui. Tu vois, il aurait gagné moins d'argent. Ouais, mais il en aurait aurait déjà gagné énormément. Il peut dupliquer un scan de sa toile et le vendre à 15 000 gogos qui croient qu'ils sont vers une version unique. Donc, non, mais donc voilà, c'est le projet. C'est le point NFT puis la merde de chaque podcast maintenant, parce que c'est en train de devenir une sorte de routine. Toute l'industrie se convertit à cette ruée vers l'or, qui est une vraie ruée vers l'or, parce que la ruée vers l'or, le principe, c'est qu'à la fin, il y avait plus d'or et du coup, tout le monde se retrouvait le bec dans l'eau. En définitive, là, ce qui se passe, c'est simplement que chacun veut profiter de la mode pour se remplir les poches et en espérant que la mode dure le plus longtemps possible pour qu'ensuite, on soit parti avec plein de fric dans les mains. Moi, très honnêtement, je me demande combien de temps ça va durer. Parce que, pour prendre un point de vue géopolitique, on sait par exemple que la Russie, les citoyens russes, pour échapper à la crise du rouble, investissent massivement dans les crypto-monnaies. On sait que les Chinois sont pas très favorables à ça, qu'il y a des pays d'Amérique du Sud qui, pareil, investissent dans les crypto-monnaies pour essayer d'échapper à la domination du dollar, etc. Il est pas impossible, en tout cas ce qui se dit chez les économistes un peu spécialistes, que à la fin de la journée, le G7 ou l'ONU ou un truc comme ça finissent par siffler la fin de la récré et que, en fait, le facteur polluant n'entre pas en jeu parce qu'évidemment les crypto-monnaies et les NFT sont polluantes, énormément polluantes. Si on prend juste les NFT, c'est la taille d'un pays, les émissions de gaz à effet de serre, parce que les NFT restent produits avec d'énormes calculs informatiques qui génèrent de l'électricité qui est produite dans beaucoup de pays par des énergies carbonées. Voilà. Et les crypto-monnaies, c'est pareil. Pour tenir la blockchain, il faut beaucoup d'ordinateurs, il faut beaucoup de calculs. Pour générer un bitcoin, maintenant, ça prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de machines parce qu'ils sont de plus en plus rares. Donc, à un moment donné, voilà, ce calcul-là ne rentre pas en jeu du point de vue des puissants. C'est vraiment juste une question de balance économique. Et si jamais ça devient un truc très important, très puissant, ils vont finir parce que les économies reposent sur des valeurs financières fixes. C'est l'euro, c'est le dollar, c'est la livre sterling, etc. Par empêcher que ça se propage trop. Donc, moi, à mon avis, là, on assiste vraiment à... J'allais dire, non, c'est pas les rats quittent le navire, c'est plus les rats se précipitent vers le garde-manger avant que la porte se referme, on va dire. Et du coup, on voit qui sont les rats. Donc, je suis assez content si c'est effectivement pour ça que Axel Alonso a, entre guillemets, s'est brouillé avec BitGemas. Et j'espère que Aiwa maintiendra sa position, j'espère que d'autres boîtes ne vont pas les suivre, ne vont pas suivre l'exemple de BitGemas. On voit un McFarlane, on voit Frank Miller, on voit le président de Marvel, donc BitGemas, l'ancien président de Marvel, BitGemas. C'est pas des gens qui, c'est des businessmen, tu vois, c'est leur but, oui, c'est de faire de la BD. Mais c'est aussi de vendre de la BD. Ils ont toujours été dans cette logique capitaliste. C'est pas très étonnant. Après, c'est un peu décevant. Tous les éditeurs veulent vendre des bandes dessinées, oui, c'est sûr. Si tu fais de la BD, c'est pour qu'elle soit lue, donc. Mais c'est d'autant plus étonnant de la part de Gemas, qui a quand même été le mec qui a repris Marvel après la banqueroute, où justement, on a bien vu quand une boîte veut abuser de tactiques éditoriales, de tactiques commerciales sur un moment donné où il y a une fièvre, une frénésie, c'était à l'époque les couvertures variantes, les variantes 3D, les cartes à collectionner, etc., que le marché finirait par s'écrouler. Il faut bien se dire que si, demain, 200 000, le marché du NFT se multiplie par 3, il y aura pas beaucoup plus d'acquéreurs de NFT, il y aura juste beaucoup plus d'offres et les cryptos vont pas forcément prendre de la valeur d'un coup et chaque pièce va être en collection avec une autre pièce. C'est un marché élémentaire, tu vois, c'est comme la crise des tulipes à Amsterdam, tu vois, c'est si tout le monde se met à en vendre mais que personne, il n'y a pas plus d'acheteurs, à un moment donné, le marché va s'effondrer. Peut-être que là, justement, c'est le moment où la bulle commence à prendre trop d'ampleur parce que les fans de comics, j'ai pas l'impression qu'ils soient très fans de NFT, En tout cas, nous, dans nos petits milieux à nous, dans nos communautés, moi, je vois très peu de gens, quand un artiste annonce des NFT, qui lui râlent pas dessus un minimum. Donc, et puis là, c'est pareil, le discours d'intention qui est de rendre ça aux artistes. Mais par définition, les NFT, c'est piloté par des boîtes de crypto. C'est pour ça que justement, Frank Miller fait du work for hire et pas du creator own. Donc,
En plus, c'est toute la même promesse. C'est pareil que McFarlane qui a dit, je veux faire le image comics des NFT, je veux que les artistes puissent vendre des NFT eux-mêmes. Mais ça existe déjà. T'as OpenSea, t'as plein de plateformes comme ça. Quel manque ils viennent combler? Là, je me rends pas trop compte. Et pour rappel, encore une fois, au-delà même de la question écologique, vous achetez un NFT, vous achetez du rien. Vous achetez juste la potentialité d'une prise de valeur boursière, on va dire, que vous pouvez revendre. Donc du coup, vous êtes un gros capitaliste. C'est votre droit. Hein, a priori, en France, c'est même plutôt bien vu. Mais par contre, nous dites pas que c'est pour la collection artistique. C'est pas de l'art. C'est un copier-coller qui a été encodé dans un code précis qui coûte de l'argent, c'est tout. Corentin, tu viens de passer en mode gauchiste. Mais t'es un mec de gauche ou quoi? Non, mais attends, ça c'est juste factuel. J'ai pas donné un avis. Tu vois, moi, si je devais donner mon avis, ça irait beaucoup plus loin. Mais factuellement, c'est ça la vérité. Après, on peut s'auto-persuader qu'un certificat d'authenticité créé sur un algorithme a valeur de bien physique et unique et unicitaire, sauf que c'est faux. Puisqu'en vérité, on a bien vu des artistes qui justement arrivaient au bout de leur stock de un exemplaire unique de NFT pour en créer de nouveaux. Donc ça veut quand même bien dire un truc, quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, peut-être posez-vous des questions juste d'ordre rationnel. Et surtout, n'encouragez pas des boîtes comme ça. Si Bill Jemas veut faire ça, qu'il le fasse dans son coin. Moi, j'ai déjà prévenu, je n'achèterai pas les BD Frank Miller Presents. Je suis désolé. C'est du work for hire, c'est du NFT, et c'est du NFT à haute valeur, parce que c'est quand même 10 000 NFT qu'ils veulent créer. C'est pas rien, on est en crise écologique, et puis Frank Miller n'a pas besoin d'argent. Donc voilà, à mon avis, il faut même commencer à se poser des questions de boycott, et effectivement, il faut aller gueuler sur les mecs quand ils font ça, parce que manifestement, ça a un petit impact. Parfois, ouais. Allez, Corentin, du côté de la VO également, une annonce unique du côté de DC, mais elle est plutôt rigolote. Tu vas me dire oui. ce que tu en penses, mais c'est voilà, c'était rigolo. C'est Bruce Campbell qui écrive, justement, on en revient sur les acteurs qui écrivent des comics, mais cette fois-ci, c'est du côté de DC qui va écrire du Sergeant Rock versus The Army of the Dead. Alors, le titre est forcément rigolo puisque Bruce Campbell, bah, c'est l'interprète de Ash dans les Evil Dead de Sam Raimi, dans Ash versus Evil Dead aussi. Et donc il y a l'Army of the Dead qui est le troisième film Evil Dead de Raimi. Sauf que donc c'est pas un crossover avec la licence Evil Dead. Hein, ils reprennent juste le titre parce que ça se passe quand même dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale avec donc le Sergeant Rock qui est un personnage de soldat très compétent qui avait été inventé dans le titre Our Army at War donc en 1959 par Robert Kanigher et Joe Kubert. Et donc lui c'était un super soldat qui était réputé pour défaire des bataillons entiers de nazis. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans les années 40, classique, sentant la défaite poindre, Hitler et ses armées de scientifiques créent un sérum pour faire ressusciter leurs soldats tombés au combat. Et donc, on va se retrouver avec le Sergeant Rock qui va affronter des zombies nazis, qui est un peu, voilà, le summum de... C'est original. C'est le mal du mal, quoi. Tu vois, les nazis, c'est le mal, les zombies, c'est horrible. Donc voilà, forcément, des zombies nazis, c'est toujours très bien. Il faut aller les buter, façon Dead Snow, par exemple. Mais intéressant, c'est que Bruce Campbell est à l'écriture, mais surtout, c'est Eduardo Risso au dessin, et donc ça forcément là évidemment là tu dis on va être obligé d'aller le lire. Voilà, c'est fou quand même, il avait pas un projet Batman, Risso, à un moment donné? Bon, il a plein d'autres trucs. Ouais, mais en tout cas c'est intéressant de voir que c'est le premier aussi de titre du label DC Horror qui est un peu intéressant, parce que t'avais le truc du dernier podcast il y avait oui, c'est ça, il y avait une création originale par des podcasteurs, ouais, le Plumber machin là, Plumber Hill, je sais plus quoi, et t'avais aussi le premier truc, c'était un spin-off de The Conjuring, quoi, donc c'est pas non plus mais quelque part justement ça renseigne peut-être le fait que eux ils veulent faire de ce truc là un côté un peu vedette. Oui, clairement, bien sûr, ouais. Conjuring, c'est une propriété intellectuelle connue, les podcasteurs a priori c'est considéré comme des influenceurs, j'imagine. Et Bruce Campbell, c'est une vedette d'Hollywood, encore une fois, même si c'est pas la plus grande vedette, ça reste une vedette qui est très appréciée et qui a un fandom bien à elle. Le fait d'avoir mis Risso, ça veut dire qu'ils l'ont quand même payé. Et Risso, il coûte pas rien. Donc leur DC Horror, à mon avis, c'est peut-être plus un truc qui sert aussi de pas de vache à lait, mais un truc. Ils vont pas faire du Vertigo en prenant des jeunes plumes ou des jeunes dessinateurs pour. Non, c'est pas ça, c'est pas l'ambition éditoriale, voilà. Non, clairement pas. Après, moi, sur le papier, ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a Hill House, tant qu'il y a d'autres, tant qu'il y a Dark Horse, tant qu'il y a d'autres éditeurs qui font de l'horreur justement en plus poujadiste, on va dire. Là, oui, ça me va. J'aime bien, moi, le côté Bruce Campbell, c'est un mec qui a beaucoup d'humour, même au-delà de quand il est écrit par Sam Raimi, parce que c'est vraiment Bruce Campbell qui est écrit par Sam Raimi, c'est pas l'acteur, non, c'est un personnage de Sam Raimi, Bruce Campbell dans la vraie vie. Qui c'est un peu comme Mark Millar qui appartient à Netflix, tu vois, qui quelque part voilà toujours su capitaliser sur son côté personnage, acteur, caractère, comme disent aux États-Unis, ce côté absurde, ce côté gras du beat, ce côté groovy. Enfin, c'est H en vrai, il a toujours été comme ça.
je pense qu'il pourra mettre le même degré d'humour qu'il met dans ses personnages. Risso qui fait du zombie nazi, bon bah voilà, t'es obligé de dire oui. Et Sergeant Rock, ça fait un mec qu'on l'a pas vu en plus. Donc moi pourquoi pas, enfin ça fait un peu de projet prestige, mais pas trop, mais ouais, mais c'est pareil, c'est un fan de comics aussi, Bruce Campbell, je pense. Bah oui, puis c'est pas comme si Ash avait pas déjà été un personnage de comics aussi. Complètement. Hein. Crossover avec Marvel Zombie. Voilà, tout à fait. C'est pour ça, le retour aux zombies aussi, quelque part, une certaine forme de logique, clin d'œil méta. Ouais, mais récemment. Et puis, moi, franchement, ça me dit juste que j'ai un prétexte pour faire un super friend avec Bruce Campbell, quoi. Bah ouais. Allez, on est chaud. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que ce sera le deuxième highlight de 2022? Il faudrait essayer de lui faire dire en français, chez prix bas, les prix sont bas, du coup. Ouais, clairement. C'est meilleur le troisième highlight. Corentin, on termine la partie VO avec cette annonce aussi du point de vue de la guerre des distributeurs aux États-Unis. Alors, on ne parle pas d'une guerre que des distributeurs de bouffe se livrent entre elles, puisqu'on n'en est pas encore dans ce pan-là de la dystopie robotique. C'est au Japon, ça. Mais vous savez que depuis le premier confinement de 2020, Diamond Comics a perdu le monopole qu'il avait sur la distribution des comics. Et en fait, depuis, la situation a beaucoup changé. Il y a notamment Penguin Random House, qui est l'un des éditeurs, une structure éditoriale les plus importantes aux États-Unis. Et pareil sur la distribution, qui en fait a pris la main sur beaucoup de distributions. Alors il s'occupait déjà pas mal de books. Faut savoir qu'aux États-Unis, donc le circuit se répartit en deux niveaux. D'un côté le direct market, donc qui concerne toutes les boutiques spécialisées, donc les comic shops. Et c'est là en fait où t'as la distribution à la fois de comics et d'albums. Et sinon, t'as le second secteur qui concerne tout ce qui est librairie plus généraliste, où là c'est la distribution d'albums en fait et pas de comic books. Donc faut comprendre que le direct market a vraiment un côté très spécifique avec les single issues, les comics. Et donc il y avait souvent deux distributeurs qui se répartissaient la tâche. Donc on avait Diamond Comics qui avait le monopole sur les comics, et par contre pour les albums ça pouvait dépendre. Et donc Penguin Random House en fait qui avait déjà annoncé reprendre la distribution des comics en fait pour Marvel il y a un an en fait au détriment de Diamond, maintenant va aussi s'occuper de leurs bouquins en lieu et place de Hachette. C'était le groupe Hachette qui faisait ça. Et donc maintenant en fait là je crois que c'est la première fois, je crois que maintenant on a vraiment Penguin qui est exclusif à Marvel sur tout, c'est-à-dire sur tous leurs comics et sur tous leurs albums. Stratégie de concentration aussi, voilà, comme on a l'habitude d'en voir, et donc à voir si d'autres structures vont faire de même, hein, puisque Penguin ils ont aussi signé l'exclusivité de IDW pour putain, merde. Ouais. C'est bien la concurrence. Pour les comics et les albums, du coup, voilà. Penguin s'occupe aussi de DC, de Dark Horse, de Archie, de Kodansha, et donc maintenant de Marvel aussi pour les albums. Allez. Donc on est peut-être en train de basculer tout doucement, mais sûrement vers un nouveau monopole qui sera de l'ordre. Voilà. Ce qui est complètement illégal aux États-Unis, hein, on se rappelle. Mais... Non, mais après le truc c'est que le monopole est pas réel, puisqu'il y a toujours, parce que Diamond Comics continue de distribuer des comics. Donc, en fait, tant qu'il reste 1% de concurrence, c'est bon. Le monopole est pas réel. Voilà. Mais après, je sais pas si toi les mecs ils ont fait des lois en fait et ils se disent non mais franchement en fait on s'en branle, ouais. La boîte elle grossit, c'est normal, c'est ça l'économie de marché, oui. Non, qu'est-ce que tu veux ajouter? Quelque part c'est logique par rapport à Marvel appartient à Disney, qui est pas non plus une boîte qui a qui fait preuve d'un grand respect des lois sur la libre concurrence. Donc oui, j'ai envie de te dire que c'est assez logique. Les gros se rachètent entre eux et puis après ils font des bouffes ensemble. C'est un peu la finalité de tout marché ultra capitaliste moderne. Et je refais le mec de gauche, putain, j'arrive pas à m'en empêcher aujourd'hui. Je me demande pourquoi, tiens. Donc oui, c'est triste pour Diamond et on se demande combien de temps ça va encore durer. C'est triste pour Hachette. Hein. Non, ça c'est pas triste pour Hachette spécialement. Moi, je dormirais serein ce soir par rapport au destin de Hachette. Mais encore que c'est pas forcément leur faute s'ils ont été rachetés par voilà. Mais non, tu vois, c'est plus qu'est-ce qui va advenir justement des petites boîtes qui n'auront pas les moyens de négocier les tarifs avec Penguin quand justement il y aura plus que Penguin, parce que c'est aussi ça les monopoles. Une fois qu'il y a un monopole et qu'il n'y a pas d'alternative, le fournisseur peut mettre les prix qu'il veut et donc peut imposer des grilles tarifaires qui ne vont pas arranger les petites boîtes. Et on rappelle qu'on est sur un marché qui est en boom croissant depuis 5 ans où de plus en plus d'éditeurs apparaissent et qu'il faut qu'ils valident au moins 1 an ou 2 d'activité avant de pouvoir commencer à prouver qu'ils sont viables. On rappelle quand même que par exemple l'univers Ignited H1 là, mes parents ont prouvé qu'il était viable, par exemple. Sauf que c'est des investissements, c'est des fonds, des équipes à mobiliser, etc. Donc oui, moi je rappelle effectivement que la concurrence c'est aussi l'alternative, c'est aussi le choix, et que les monopoles, ça pue du cul.
Voilà, merci Corentin, et on va pouvoir passer à la partie adaptation avec 2 parties, donc télé et cinéma, qui vont, ma foi, être plutôt chargées, hein, on va le dire clairement. Alors du côté des petits écrans, c'est Netflix qui a tenu sa Geeked Week là la semaine passée, juste là avant qu'on enregistre ce podcast. Donc ça a été l'occasion de faire pas mal d'annonces, on a pas mal de trailers à débriefer, mais surtout une annonce plutôt sympathique, c'est que la licence Masters of the Universe se poursuit avec une nouvelle série qui s'appelle Masters of the Universe Revolution. Donc on change 2-3 lettres à Revelation et on a Revolution. Donc c'est toujours le combat contre... 2-3 lettres, une Juste une? Non, 2. Ouais, 2. Pardon. 2. Et donc c'est toujours le combat de He-Man contre Skeletor, mais ils promettent de la porter sous un angle un peu plus futuriste, sous un angle un petit peu inédit. Kevin Smith, il est toujours aux commandes aussi. Je sais pas si c'est lui qui va écrire et réaliser, mais en tout cas, il est quand même impliqué. Bah voilà, on avait dit pas mal de bien de Masters of the Universe Revelation, qui était quand même une très bonne surprise par rapport parce que ça se situe dans la continuité de la série d'animation des années 80, qui est foutraque, mais qui peut constituer un petit plaisir régressif, et surtout que beaucoup de gens très nostalgiques ont apprécié. Donc on vous renvoie à notre podcast sur la licence qu'on a faite avec Marc de CloneWeb et Joe Hume, très bon podcast qui est plutôt sympathique, plaisir à écouter, ouais, qui est vraiment super sympa, qui permet vraiment de revenir sur toute la licence et sur Masters of the Universe Revelation, et donc Révolution qui arrivera prochainement. C'est en travaux. Moi je suis quand même plutôt content. Je me rends pas compte à quel point ça peut faire un bond temporel, parce qu'un univers plus futuriste c'est comme un peu incohérent, enfin c'est quand même un peu contraire au principe, non, du côté fantasy de... non, il y a toujours à côté, il y a de toute façon, Star Wars Universe, ça mélange toujours, c'est une approche, c'est du médiéval futuriste, donc. Oui, mais tu vois, moi, j'imaginais pas forcément qu'ils allaient prendre... Il y avait déjà dans Revelation, il y avait des trucs très robotiques, très cyberpunk et tout ça, donc. C'est vrai. Bon, après, moi, pourquoi pas, enfin, comme on le répète souvent, nous n'avons pas grandi, ni Arnaud ni moi, avec ces cartoons-là, nous ne sommes pas de cette génération. J'ai cru comprendre que la série animée avait justement, enfin, la première série avait justement ses fans et ses détracteurs qui voyaient une fin différente, notamment Ron de Mutafukaz. Personnellement, moi, je me suis bien amusé, j'ai bien aimé le graphisme, j'ai bien aimé l'écriture aussi, je suis prêt à en bouffer pour une saison de plus. Voilà. C'est mon avis. Très élaboré. Il était très bien. Du côté aussi de Prime Video, avant de repartir sur Netflix, on a des premières images et une date de sortie pour Paper Girls qui arrive le 29 juillet. Tout à fait. Bah écoute, les images ressemblent effectivement beaucoup à ce qui a été fait en BD. C'est compliqué de ne pas avoir une sorte d'effet case par case. Directement le plan où elles sont, la photo où elles sont toutes sur leur vélo face à la nuit. Évidemment, tu vois la page 1 de Cliff Chiang. A priori, ça devrait être très fiel de toute façon, parce que Brian K. Vaughan a servi de consultant, Cliff Chiang aussi, c'est Stephanie Folsom qui a quitté la série en cours de route, on ne sait pas pourquoi, mais a priori, il y a pas eu de réécriture, donc j'ai envie de te dire que tout marche comme prévu. Un gros produit pour Amazon, je pense, puisque Stranger Things, on l'a vu, est bien revenu en grâce avec sa saison 4, c'est compliqué de ne pas se dire qu'Amazon a fait cette série Paper Girls parce que Stranger Things, mais c'est quand même très différent pour celles et ceux qui ont lu la BD, vous le savez, ça va beaucoup plus loin à mon sens que Stranger Things, c'est beaucoup mieux écrit aussi, un avis personnel. Il faut voir maintenant si les metteurs en scène et les metteuses en scène arrivent à échapper au diktat de la nostalgie des années 80, à coup de synthé, à coup de référents à Cronenberg, Carpenter, etc. Donc moi je vais te dire, tant qu'il y a des tardigrades géants, je serais content. Exactement. Et je pense qu'il y en aura de toute façon. Enfin, Prime Video, quand tu regardes leurs adaptations de comics, c'est quand même assez bien. Enfin, The Boys, Invincible, tout à fait. C'est plutôt toujours assez Après, bien. Il n'y en a pas 40 pour en faire une règle, mais c'est sûr que par rapport à Netflix, on peut considérer est plus content de Prime, hein. On est quand même plus content de Prime. Il y a un producteur sur chaque projet, on va dire, contrairement à Netflix. Voilà. Alors du côté des trailers à débriefer de la part de Netflix, donc il nous en a abreuvé pour sa Geeked Week. Alors bon, on avait une petite vidéo nulle pour célébrer la fin du tournage de Sweet Tooth saison 2 et ça a l'air toujours aussi nul. Nul. Voilà, c'est nul à chier. On a eu un premier trailer pour Lock and Key saison 3, donc l'adaptation nulle des excellents comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Troisième saison qui sera aussi la dernière, donc quelque part on est content aussi que ça se finisse. Et je vous avoue que de toute façon, alors de mon côté j'ai pas réussi à terminer la saison 2 puisque la saison 1 m'avait déjà profondément dégoûté, puisqu'il y avait, voilà, c'est toujours le principe de base est conservé, donc cette fratrie qui arrive dans le manoir familial après le décès du paternel et qui découvre des clés qui ont des pouvoirs très particuliers et parfois avec des pouvoirs qui sont proprement géniaux, comme celui de pouvoir en fait aller visiter littéralement l'intérieur de ta tête et modifier en fait tes connaissances. Par exemple, si tu balances des encyclopédies dans ta tête, quand il voyage dedans, après tu auras tout le contenu des encyclopédies dans ta tête vraiment, donc tu seras super intelligent. Corentin, tu pourrais en prendre de la graine d'ailleurs. Et donc quelqu'un a entré dans la tête d'Arnaud et mis que des bouquins de cul en fait.
Peut-être. C'est pour ça. Peut-être. Pour ceux qui se posent la question. Ça explique. Voilà, je plaide coupable. Ça explique peut-être beaucoup de choses. Faut que je te rende la clé d'ailleurs. Oui, et donc bah voilà, le trailer dit que Dodge, donc le démon qui veut s'emparer de la clé pour ouvrir la porte sur le royaume des ombres en fait est toujours là, toujours les manigances. Par contre, ça a toujours d'être l'air aussi plat dans la direction. Il y aura pas de côté horrifique comme dans les comics de Joe Hill. Donc j'imagine que ceux qui étaient contents depuis le début seront contents et que ceux qui ont abandonné en cours de route parce qu'ils ont aimé les comics n'iront pas forcément regarder sa 3e saison qui arrive bientôt aussi. Vous pouvez quand même lire les comics. Vous avez le droit. Notamment parce qu'il y a le Lock and Key de l'âge d'or qui est sorti là chez iComics qu'on va vous réaborder en back issues prochainement et qui est vraiment très 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 chouette. Voilà. Donc lisez des BD. C'est le message du trailer. Autre trailer que tu n'as pas regardé, que tu as regardé, mais d'un truc dont on n'a pas forcément parlé, mais qui existe, qui a le mérite d'exister, qui a quand même sa petite fanbase, c'est Warrior Nun saison 2, donc l'adaptation de comics sortie chez Avatar Press dans les années assez Warrior Nun Areola. Avatar Press. C'est pas Avatar Press? Je me pose la question. Je vérifie, continue à parler. Il me semble que ça a été repris en tout cas par Avatar Press, si ça n'a pas été directement publié chez eux. Donc ils voient cette jeune femme qui s'appelle Alva dans l'adaptation, qui meurt et qui est ressuscitée en fait et qui s'aperçoit en fait qu'elle a une forme de sigle dans le dos qui en fait la fait appartenir à une forme d'ordre de religieux justement qui sont là pour lutter dans le secret contre des démons. Plutôt on va dire que c'est assez sans prise de tête. Il y a quand même une orientation très young adult qui a été faite pour l'adaptation alors que les comics sont quand même plus bourrins et un peu graveleux on va dire. Et par contre je suis désolé, elle marche sur l'eau. Hein. Ouais. C'est de la propagande chrétienne. En tant que défenseur de la laïcité, je pense que je m'oppose fermement à ce prosélytisme qui me choque. Et donc nous avions Corentin du Printemps Républicain. Exact. T'as vu que personne n'a fait cette référence-là pour Warrior Nun, c'est dommage. Pourtant Netflix c'est quand même un produit grand public et puis en France républicain et tout. Donc oui c'est Antarctic Press et effectivement les BD sont pas terribles, c'est Ben Dunn qui a inventé ça. Prétextant de s'inspirer des sœurs de Harlem qui avaient pris le jiu-jitsu pour se défendre des agresseurs, etc. Enfin voilà. Dans les faits, c'est une BD qui s'inspire beaucoup du style manga avec une sorte d'érotisation de personnages chibi. C'est un peu dégueu, c'est un truc qui date de la mode des héros kato justement avec Spawn, Darkness, Ghost Rider et tout ça. Les années 90, c'était une période de réflexion très intense sur le sujet du millénium qui arrivait et l'apocalypse qui pouvait aller avec. Donc, on a eu beaucoup de BD de chrétiens qui pétaient des gueules. Voilà, que te dire, la saison 1 je ne l'ai pas regardée, la saison 2 probablement pas. Par contre je trouve ça quelque part mieux fait en termes de trailer que Lock and Key. Ouais non, ça a l'air de porter ce côté le young adult de manière intelligente. L'actrice a l'air d'y croire, c'est déjà pas mal. Et puis non, tu vois les scènes de combat avec des évêques et tout. Moi j'aime bien la parodie débile en fait du christianisme, Battle Pope et tout, ça me fait marrer, Preacher ça me fait marrer. Si effectivement il y a une sorte de fond un peu série B dans la série sur le côté catho, je pourrais me laisser tenter. Mais déjà les trailers de la saison 1 j'ai trouvé pas mauvais. Hein. C'est juste par manque de temps parce que j'aime pas du tout la BD à la base. Mais je pense sincèrement que c'est en termes de produit Netflix c'est un truc plus honnête ou plus Netflix entre guillemets que Lock and Key qui est un mauvais produit. Netflix ou pas d'ailleurs. Très bien. Et donc par contre le vrai gros trailer qu'il fallait aborder absolument pour cette Geek Week, c'était la première bande-annonce de la série The Sandman, adaptation des comics de Neil Gaiman. Oui. Et là, Corentin, salut. Je suis très très curieux d'avoir ton avis, hein, parce que voilà, on sait que Neil Gaiman est aussi consultant sur la série. Non, il est showrunner. Il est co-showrunner avec David Goyer et Alan Enberg. Pardon. C'est un trio qui le fait et en fait, on voit beaucoup David Goyer dans ce trailer, je trouve. David Goyer, on se rappelle, pareil, co-scénariste des films Batman de Christopher Nolan, qui a coécrit Man of Steel, qui est un peu un des Monsieur DC. Qui a fait la série Krypton aussi et pareil là ça se voit un peu, j'ai envie de te dire, qui a fait la série Constantine sur NBC. Bon si on doit résumer un peu la plastique, non pas commencer par là, si on doit résumer un peu ce que ça évoque des comics, ça a l'air assez fidèle, effectivement on reconnaît bien voilà Dream qui quitte sa prison, qui va essayer de reconnecter au royaume du Dreaming, qui va essayer de retrouver un petit peu ses artefacts, qui va aller visiter Lucifer, qui voit sa frangine Death. Voilà, on reconnaît pas mal de personnages. On voit aussi le Corinthien, qui a l'air effectivement assez terrifiant, donc ça, pour le coup, pas de problème. Tom Sturridge, j'ai envie de dire que il a toujours un peu la gueule de l'emploi, même s'il fait vraiment, vraiment beaucoup la gueule. Et normalement, Sandman ressemble à Neil Gaiman avec les cheveux longs, etc. Là, c'est plus un côté un peu... Enfin, j'ai quand même il m'évoque vraiment une sorte d'icône du metal goth un peu, où
même pas d'ailleurs, du pop rock un peu émo, quoi. Donc, évidemment, quand tu parles du Sandman, c'est compliqué d'éviter ces référents-là. Et quand il a le casque, ou quand il est vraiment avec sa grande gabardine noire, etc., ça a l'air de coller. Def, bah voilà, moi je suis déjà fan, hein, Kirby Howell Baptiste, qui avait pareil irrité, alors pas le Printemps républicain pour le coup, mais ceux d'à côté, ceux plus à droite, qui disaient non, Def elle est noire, c'est pas bien, etc. Bon, au final, ça va faire comme Catwoman, dès qu'on la verra apparaître, on sera content, parce que juste, c'est une bonne actrice qui ressemble beaucoup au personnage. Lucifer par Gwendoline Christie, pareil, bon choix, c'est pas forcément celle-là que j'aurais prise, mais le côté un peu justement androgyne de David Bowie, qui a servi de modèle pour le Lucifer de Sandman, est bien rendu. Ça fait enfin taire les rumeurs sur John Constantine dans la série. Rappelez-vous, à l'époque, on en avait parlé, où il y avait un site web qui avait assuré que Taron Egerton jouerait Constantine. Ben en fait non, ce sera Jenna Coleman qui jouera Joanna Constantine, la version passée est présente. Voilà, c'est fait, comme ça évitera tout comparatif avec Matt Ryan. Et qu'est-ce que j'oublie? Bon, on voit le corbeau, voilà, Matt, qui sera du coup doublé par Patton Oswalt. Maintenant, pour arriver au sujet qui fâche, parce que au-delà de la fidélité ou du fait qu'effectivement ce sera vraiment Sandman, puisqu'il y a vraiment Neil Gaiman, bah c'est pas très beau, quoi. C'est des filtres gris, c'est pas Jojo, quoi. Ça ressemble un peu à une série, tu vois, Gotham Knights en comparaison. Je trouve que ça a l'air un peu du même acabit, quoi. Ou Titans, c'est vraiment les filtres gris, les couleurs descendues. Sandman, c'est pas ça. Sandman, justement, de base, déjà, il est pas gris, il est blanc. Il est blanc, comme sa sœur d'ailleurs, qui est un peu plus caucasienne, on va dire, sur des fonds qui justement sont là pour évoquer le contraste entre le blanc et le noir. C'est la nuit, en fait. C'est la lune qui brille dans la nuit, c'est l'étoile qui brille dans la nuit, et c'est une nuit noire, c'est pas une nuit grise. Le royaume des enfers, il est coloré. Il fait purgatoire, il fait destruction, etc. Là, franchement, on est sur un rendu avec les fonds verts qui sont pas Jojo. C'est mon nouveau truc, je dis maintenant, j'ai dit Jojo pour pas dire moche. Ils sont vraiment pas Jojo. Le rythme, la musique, il y a un côté un peu cheap, quoi. Pourtant Sandman, c'est tout sauf cheap, et il y a une variété esthétique. Enfin, on parle quand même d'une série qui aborde le monde des rêves, donc tout l'onirisme qui va avec, qui passe par les tonnes d'environnement. Il y a des passages dans des espèces de mythes africains. Il y a les histoires avec les chats qui sont extraordinaires. C'est l'un des meilleurs passages de Sandman selon moi. Il y a les duels, rhétoriques et philosophiques sur le bien et le mal. Il y a énormément de choses que tu ne peux pas faire si tu fais ça avec des petits moyens, alors que la série a des moyens, 15 millions par épisode, mais là je ne les vois pas. 15 millions c'est moins, enfin c'est plus que la série The Witcher, qui est quand même assez jolie, c'est gris aussi, mais c'est fait pour. Et je sais pas, moi je trouve vraiment il y a un côté cheap, il y a un côté vraiment un peu, après ça reste un peu direct to DVD, quoi. Ça reste un trailer, et il y a tout qui n'est pas montré, hein. Oui, mais même ça va être dedans, tu vois. Et tel quel, les couleurs descendues. Enfin, David Goyer, en fait, le problème, c'est que c'est pas un bon metteur en scène. C'est pas un bon producteur non plus. La série, comment s'appelle-t-elle, Fondation, qu'il a fait pour Apple, qui était pour le coup plus jolie. Il y avait vraiment une équipe artistique qui était très mobilisée, mais c'était très vite chiant. Et c'est le problème. Moi, je pense s'il avait pas été là, et que quand tu vois la série American Gods, la première saison de Brian Fuller, avec 3 fois rien, il te fait des scènes magnifiques. La première scène avec Mr. Nancy, on va trouver sur YouTube d'ailleurs, Mr. Nancy, donc qui est le dieu africain à tête d'araignée coloré bleu et violet. Cette scène-là, c'est un décor, un costume et un solo de jazz derrière. C'est magnifique, c'est envoûtant, t'es dedans à fond. Toute la saison d'American Gods, c'est une leçon. Il fallait prendre Brian Fuller pour faire le Sandman, il fallait prendre un chef-op talentueux, il fallait prendre un réalisateur qui vraiment est un truc qui comprenne en fait la valeur de faire une bande dessinée sur le rêve, en fait. Là, ça a l'air pas mal. Je pense que par rapport à ce que Hollywood peut faire, ce sera malheureusement pas forcément beaucoup mieux. Enfin, quand tu vois la série Lucifer de Netflix, si tu compares ça aux comics de Mike Carey, mais ce qui est malheureusement mon cas, tu te tues 3 fois, après tu vomis. Respect aux fans de Lucifer, c'est une bonne série télé, procédurale et compagnie, mais je veux dire, par rapport aux comics, c'est vraiment une caricature de ce que fait la série, ce que font les gens de l'industrie de la télévision avec des BD qui ont plus de choses que ça à dire. Et là, Sandman, moi, j'ai peur que ce soit ce rendu un peu glavioteux, quoi, un peu boiteux, pas terrible. C'est pas beau. Voilà, pour le dire autrement. Et toi, Arnaud, qu'est-ce qu'on a pensé, toi qui as lu tout de Sandman jusqu'à la fin? Et les spin-offs? Justement. Et ouverture. Tu vois, ouverture. Putain, J.H. Williams 3. C'est autre chose que ça. Voilà. Et j'aimerais un peu plus d'ambition, un peu plus de créativité.
Et je pense que ça coûte pas beaucoup plus cher en vérité. C'est vrai que pour quelqu'un qui a pas lu Sandman, tu peux pas forcément faire le comparatif sur c'est pas aussi beau que les comics et tout ça, parce que moi j'ai trouvé ça plutôt je sais pas, je me suis dit ouais pourquoi pas. En tout cas ce que ça m'a dit, c'est que je me suis dit que du coup vu que ça sort cet été, que le 17 août je crois c'est ça, ou le 10 août un truc comme ça, il y a plein de trucs qui sortent en août. En fait on va pas avoir le temps de partir à la plage parce qu'il faudra regarder des séries télé. Et mais par contre ce que je me suis dit c'est que voilà maintenant j'ai un mois et demi pour lire ce Sandman pour pouvoir aborder cette série dans les bonnes conditions. Non, je vais le faire. Parce que tu sais que il y a aussi Overture à lire, il y a aussi The Dreaming à lire, mais il y a aussi Death et Cost of Living à lire. Non, attends, j'ai déjà les Dead Bug Detectives. J'ai les 2 omnibus de The Sandman là de Vertigo. Le Mystery Theater. Si j'arrive à déjà lire tout ça plus Overture. Lucifer. Non, mais déjà on va dire je vais lire les 2 omnibus de The Sandman. Vous pourrez le suivre sur mon thread de lecture sur Twitter. Ils apparaîtront, c'est une promesse que je fais, et à l'inverse de certains de nos gouvernants, je tiendrai mes promesses. Corentin. Waouh. Ouais, t'as vu, on est très très politique aujourd'hui, hein. Purée, waouh, c'est incroyable. Tu sais qu'il y a des gens qui me traitent je sais pas, je trouve que mes amis. Islamo-wokiste. Ouais, non, mais d'indigéniste. Non, je sais plus, il y a un mec qui dit, ouais, de toute façon, Arnaud Kikou, c'est un énorme gauchiste, woke, je sais pas quoi de ça. Je fais, alors que moi, quand je prends quand je vois mes, entre guillemets, prise de position, je fais mais elles sont tièdes quoi. Ah oui. Des vrais militants machin, se dirait c'est qui ce bolos qui essaie de mais se si tu dis pas mort aux arabes, t'es un wokiste en fait. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est juste tu salues ton boulanger noir, t'es un wokiste en fait, tu vois, c'est ça la vérité. Ça fait toujours marrer pour un oui ou pour un non, juste parce que pour dire ouais, arrêtez d'être raciste et pas tu parles de Miss Marvel là. Ouais, c'est ça. Ouais, bah écoute, tant pis hein. On en parlera dans le podcast Miss Marvel. Oui, tout à fait, c'est vrai, on pourra. Mais juste pour finir là-dessus, j'espère quand même que ce sera bien, hein. Moi, franchement, le casting, il me va très bien. Je comprends pas trop, pour le coup, de Johanna Constantine, par contre, parce que c'est quand même dommage d'avoir Neil Gaiman sur un produit, de pas avoir le John Constantine, parce que je veux pas dire qu'en fait, évidemment, c'est intéressant d'inverser les polarités et compagnie, mais c'est quand même compliqué d'imaginer Constantine qui ne serait pas un homme, pour le coup. Moi, tu vois, c'est là que s'arrête ma limite on peut genderswaper qui on veut, etc. John Constantine, le fait que ce soit un homme, c'est important dans le côté, c'est vraiment une ordure, c'est une tête à claque, c'est un mec toxique, ce qui justement a beaucoup un peu abusé de ses gonzesses, ou qui les amène dans les mauvaises situations et tout. Là, en plus, Jenna Coleman, qui est une actrice qui est un peu lisse, je trouve. Je la vois mal se bourrer la gueule, mettre une main au cul et insulter un démon en lisant des gros doigts, tu vois. Ah, bah, attends de voir la série. Mais pourquoi pas, hein, pour le coup, ce serait un vrai travail de transformation. Très bien. Allez, Corentin, juste une toute petite annonce jeu vidéo, juste pour dire que le TMNT Shredder's Revenge sort le 16 juin. On attendait une date de sortie depuis de très nombreux mois. Et au final, quand il l'annonce, c'est une semaine avant, en fait. C'est génial. C'est génial. Donc oui, effectivement, il y avait un événement jeu vidéo. Le Summer Game Fest. Voilà, c'est ça. Bah les couilles. Il y avait donc le Summer Game Fest. Et enfin, Dotemu et Tribute Games ont annoncé la sortie de TMNT. On rappelle, Beat Them All qui peut se jouer jusqu'à 6 en multi, je crois. Et en ligne, d'ailleurs, aussi en coop. Où voilà, vous défilez dans une vingtaine de niveaux, vous affrontez tous les boss, il y en a des dizaines et tout, des TMNT, avec justement un gameplay qui est inspiré par Turtles in Time, le meilleur Beat Them All Tortue Ninja. On peut se le dire maintenant, c'est bon, allez hop. Et à la fin, il y a un Shredder cosmique que vous affrontez, il est trop bien. Ils ont annoncé Casey Jones aussi, donc il sera le dernier personnage jouable après Splinter, April et les 4 tortues. Franchement, régalade, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop beau, ça a l'air trop rythmé. Il y a Splinter en plus, donc c'est un pote, on est content, il a réussi à se placer. Et voilà, je suis content, on y jouera avec plaisir en ligne. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas à nous hâter sur Twitter et on essaiera de trouver du temps. Allez, Corentin, on finit ce podcast avec la 3e partie, donc la partie actualité cinéma. Que se passe-t-il du côté des adaptations? Eh bien, on a Tahar Rahim, notre bon vieux Tahar Rahim, acteur français, hein, qui est bien de chez nous, qui s'embarque dans la galère Madame Web. Oui, alors effectivement, il a été annoncé par Deadline dans un rôle mystère. On ne sait pas exactement qui va jouer. Faut-il présenter Tahar Rahim aux Français qui nous écoutent? J'imagine que non. Bon, acteur franco-algérien, je crois, connu pour son rôle dans Un Prophète, qui a fait Don Juan, qui a fait déjà de Serge Boson récemment d'ailleurs, qui a fait plusieurs produits en langue anglaise, donc c'est pas nouveau qu'il aille à Hollywood. Il a fait notamment d'ailleurs la série The Eddie avec Damien Chazelle, où il joue dans 1 ou 2 épisodes, je crois, au début. Pour des raisons évidentes, je ne vous dirai pas ce qui lui arrive. Et voilà, c'est aussi, encore une fois, ça nous rappelle notre bon Gaspard Ulliel, qui avait pareil été faire le zouave chez Marvel Studios pour un chèque, pour un rôle qui ne marquera personne dans une série que vous avez déjà oublié, arrêtez de vous mentir. Et voilà, là c'est probablement pour un rôle de vilain secondaire comme d'hab, parce qu'on aime le prestige français. C'est comme quand Georges Saint-Pierre jouait Batroc
est censé être un terroriste franco-algérien aussi, je crois, et qui avait un accent québécois coupé au couteau. Ils aiment bien la présence des Français pour incarner un peu de vilainie par-ci par-là. Voilà, c'est comme Mathieu Amalric dans James Bond et compagnie. Moi, j'ai envie de dire, ça va pas me gâcher mon Tahar Rahim, parce qu'au demeurant, de toute façon, que le film Madame Web soit bien ou pas bien, bon, on peut se douter qu'il sera pas bien vu les gens qui l'écrivent, qui sont les scénaristes de Morbius, mais on peut se dire qu'il y a une chance, parce qu'il y a quand même Sydney Sweeney, Dakota Johnson, il y a effectivement Tahar Rahim maintenant. Mais de toute façon, Sony a toujours fait des films avec des gros castings. Hein. À l'époque de Venom, c'était Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams. Et ça a donné le film qu'on a vu, et qu'on a un peu oublié aussi d'ailleurs depuis, malheureusement, pour lui. Donc voilà, c'est une annonce comme une autre, j'ai envie de te dire. Moi, j'espère juste qu'il fera gaffe et qu'il fera pas un accident de ski, celui-là, parce que si à chaque fois qu'un acteur hollywoodien, un acteur français va à Hollywood, il lui arrive des merdes, ça va commencer à devenir un peu gênant. Et sinon, je sais pas, peut-être aller voir Don Juan, il paraît que c'est sympa. Ouais. Et il avait commencé sa carrière en 2007 dans À l'intérieur d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, excellent film d'horreur ultra gore, et voilà, il avait un tout petit rôle dedans. Avec Lucchini, non? Hein? Avec Lucchini, non? Absolument pas. Enfin, je confonds avec quel film alors? Je sais pas avec quoi. C'est un film d'horreur? Hein? C'est pas sur le gamin qui écrit une disserte où il explique qu'il va chez les gens à l'intérieur des maisons des gens? Non, ça c'est oui, ça c'est Dans la maison. Ah, Dans la maison, pardon. Ça c'est de François Ozon. Ok. Rien à voir. Mais c'est très bien aussi d'ailleurs. Ouais, Dans la maison, c'est excellent. Mais c'est pas du tout de l'horreur. Et à l'intérieur, c'était vraiment, c'était la grande période de la hardcore horror French touch, machin, où on avait des martyrs et des à l'intérieur qui s'enchaînaient comme ça. C'était bien aussi. Alors, c'était violent. Ouais, c'était hyper violent. Bah, à l'intérieur, c'est hyper violent aussi avec Béatrice. Martyr, c'est le Logier. Ouais. Pascal Logier, ouais. Et à l'intérieur, c'était avec Béatrice Dalle qui était, c'est l'histoire d'une meuf, en fait, c'est ces deux meufs qui ont eu un accident de voiture, et elles étaient enceintes toutes les deux. Il y en a une qui a perdu son bébé et l'autre non. Et en fait, le soir de Noël, alors que l'autre elle est enceinte jusqu'aux dents, et ben en fait, t'as l'autre nana qui s'introduit dans sa maison pour lui récupérer son bébé avec une paire de ciseaux. Bonne ambiance. C'est hyper gore. c'est vraiment très 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 ouf. Mais voilà, et en fait, t'as Rémi joué un rôle de policier municipal qui se fait déglinguer la gueule. Mais Tahar c'est pas le mari de Leila Bekti? Je ne sais pas. Il me semble. Marc, je crois. Oui, tout à fait. Il est marié depuis 2010 à Leila Bekti. Ouais, parce qu'il joue un couple dans The Eddie, justement, la série. D'accord. Oui, eh bien, tu es plein de connaissances. On peut te faire passer des questions pour un champion. Je travaille dans un cinéma d'art Je suis un acteur français réputé qui passe chez Hollywood et qui a commencé dans des petites productions d'horreur. Je suis le mari de Leila Bekti avec qui j'ai eu 2 enfants. Je suis. Putain, j'ai plus de voix. Oui, Corentin. Oui. Tahar Rahim. Bravo! Ouais. Il repart avec l'encyclopédie de Tahar Rahim en 3 volumes disponibles aux éditions Larousse. C'est un condensé de la vie de Tahar Rahim en 360 volumes avec des illustrations. Tu fais même la voix du et on sera ravis de vous offrir la chose. C'est super. Merci Franck Cheval, j'y croyais pas et j'ai rêvé depuis que je suis petit. Et l'encyclopédie des langoustes en 5 volumes illustrés avec des QR codes pour vous plonger dans un documentaire passionnant. Je paye le pastaga à tout le monde de ce soir. La vie des langoustes. Allez, Corentin. Qu'est-ce qu'on est marrant. On est vraiment très très drôle dans nos imitations. On avait dit pourtant qu'on fera un podcast sérieux, mais voilà, quand la partie cinéma arrive, c'est que les fous sont lâchés. Corentin, Uma Thurman et Henry Golding rejoignent The Old Guard 2. L'une a fait Kill Bill, l'autre a fait Snake Eyes. Les deux sont donc habitués du cinéma d'action et ils intègrent donc la franchise The Old Guard de Netflix, adaptation des comics de Greg Rucka et Leandro Fernandez. Tout à fait, Arnaud Kikou, réalisé par Victoria Mahoney, réalisatrice de seconde équipe, donc des scènes d'action de The Rise of Skywalker. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Ce sera de toute façon un film d'action un peu neuneux comme le premier a priori, puisque c'est la même équipe au scénario. Charlize Theron qui produit, Charlize Theron qui aime bien se faire produire des films d'action un peu neuneux. A priori, Atomic Blonde devrait bientôt arriver d'ailleurs. Mais c'était bien comme le premier, mais c'était un peu neuneux. Voilà, Uma Thurman, effectivement, grande actrice du cinéma hollywoodien, muse de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, vous connaissez, Bienvenue à Gattaca aussi. Il n'est pas de Tarantino, mais qui est un très bon film. Henry Golding, acteur qui monte, j'ai l'impression. Crazy Rich Asians, effectivement, Snake Eyes, où il jouait Snake Eyes, que je n'ai pas vu d'ailleurs, donc je me garderai bien de donner un avis là-dessus. Bon, c'est compliqué d'avoir des attentes pour un film Netflix de cette catégorie-là, puisqu'il a fait 76 millions, 78 millions de spectateurs, selon les chiffres de Netflix ou de la police. Mettons que ce sera comme le premier, donc si vous n'avez pas aimé le premier, c'est pas la peine de revenir. Et encore une fois, lisez les BD, qui sont très belles, très esthétiques, et largement au-dessus de ce que Hollywood peut faire en termes de visuel. Autre nouvelle du côté du cinéma, Corentin, on enchaîne, c'est le Joker 2 qui a été officialisé par Todd Phillips, toujours écrit par Todd Phillips et Scott Silver. Donc, et là, c'est fou quand même. C'est Joker folie à 2. Oui, parce que voilà, ce qui signifie, et avec une esthétique rouge et noire qui signifie que vraisemblablement on aura encore une Harley Quinn, puisque
Voilà, on avait la série animée, on avait Margot Robbie, maintenant on aura une troisième Harley Quinn. C'est vrai que j'ai pas fait le lien sur le rouge et noir, mais moi quand je vois l'univers de Joker et qu'on me dit la suite s'appelle Folie à deux, pour moi c'est pas Harley Quinn quoi, c'est Bruce Wayne. Hein. Non. Il a été responsable de la mort de ses parents indirectement à la fin du premier et se développe, et on sait très bien que Bruce Wayne c'est aussi un gros taré, un fou, et moi je vois très bien en fait se construire une relation entre les deux. Mais c'est un gamin. Et oui, mais il a grandi, ouais, mais c'est pas grave. Le Joker, il avait déjà 40 balais ou 50 balais. Ouais, mais c'est pas grave. Un Joker vieillissant de 50 ans et un Bruce Wayne de 15 ans. Ouais, si tu veux, franchement. Bah ouais, allez. Tu le notes. Ouais. Donc oui, après, bon, écoute, moi, je vais pas trop de ma théorie parce que la tienne est trop absurde et farfelue et personne ne croit ça, donc Kiko. Mais si tu as raison, j'aurais tort et tu auras gagné un kebab. Donc, j'ai le droit de glotter un peu. Donc, ouais, si on part du principe que c'est Harley Quinn, bon, j'ai envie de dire, on a eu la flemme Joker, on va commencer à avoir la flemme Harley. Moi, vous me faites autant de séries, de saisons de séries animées que vous voulez, pardon, avec ce personnage, Kayleigh Cuoco qui la double, très bien, pas de souci. Vous me faites un Birds of Prey 2, je suis content. Mais si vous me faites effectivement Harley Quinn dans la suite de ce film qui était, donc encore une fois, un hommage au cinéma de Scorsese, non pas qu'il n'y ait pas des Scorsese à piller qui pourraient être intéressants sur le point de vue de la romance, encore que je me pose la question. C'est pas non plus une thématique extrêmement, enfin il y en a, hein, mais c'est pas forcément un truc qui est le plus intéressant dans son cinéma. Donc voilà, puis même la suite de ce film-là, quel est l'intérêt ? Je pose la question sincère. C'est le film a fait de l'argent, donc évidemment il y a un intérêt économique, mais il était autoconclu. Il y avait en plus cette perspective sur l'idée que ça pouvait être faux ce qu'il nous racontait, ou qu'il était à l'asile et pour de bon. Que Gotham City était à feu et à sang, donc en fait le film avait fini son argument que la folie et la violence pouvaient réveiller un peuple et qui choisissait de mauvaises icônes, et que le système capitaliste actuel justement menait à la violence systématique. En tout cas c'est ce que moi j'en ai retenu. On vit dans une société, étant un résumé extrêmement parodique et ridicule et très caricatural, qui insulte le travail de gens qui ont fait quand même un produit plutôt honnête. Je tiens à le rappeler, même si évidemment sur Twitter c'est facile de se moquer et voilà, de dire juste des imbécilités. Pour moi, surtout, ça montre qu'en fait, Warner Bros. Continue de naviguer à vue. On se rappelle que David Zaslav avait proposé à Todd Phillips un rôle de consultant ou de super consultant à la Kevin Feige sur les propriétés de ses films. Bon, là, encore une fois, on peut se dire que c'est à cause de l'argent qu'avait généré le Joker, mais ça ne suffit pas. Le mec a clairement explicitement dit qu'il avait fait Joker parce que il n'aimait pas le cinéma de super-héros en blockbuster, la façon dont il nous était vendu. Et là, on nous fait une suite qui fait quand même 13 suites de blockbuster générées parce que le premier a marché. Moi, voilà, si c'est Harley Quinn, ça m'intéresse pas. Et très honnêtement, j'aurais préféré que justement, il fasse ce qu'on avait dit en format humoristique. Un film sur Mr. Freeze, un film sur la jeunesse de Lex Luthor en mode pourriture capitaliste, façon Wall Street ou le loup de Wall Street. Donc, voilà, moi, j'ai assez vu le Joker. Ouais. Voilà. J'ai pas envie que ce soit non plus dans Batman 2. Enfin, dans The Batman 2. J'ai pas non plus envie d'avoir une série de Joker, d'ailleurs, au demeurant. J'aimerais qu'on foute la paix au Joker. Il y a d'autres vilains intéressants. Faites un film gueule d'argile. Voilà. Un film gueule d'argile, c'est facile, c'est fait pour ça. Ouais. Mais même un film Man-Bat en mode loup-garou et tout. Enfin, en transformation, un film d'horreur à l'ancienne, un peu gothique et tout. Il y a moyen de s'amuser. Pourquoi toujours les mêmes propriétés? Même Todd Phillips, je pense qu'après le succès qu'a eu Joker, il aurait moyen de faire autre chose de sa vie que de travailler pour DC. Je suis d'accord avec toi sur cet avis que je partage entièrement. Moins de Joker, s'il vous plaît. Sinon, le Joker, c'est aussi une marque de jus d'orange. Je trouve c'est ça, en fait. Pas dégueulasse. Ça se trouve, c'est bah oui, il va boire un Joker. Folie à deux. Voilà. Autre Paris Kebab. Voilà. Autre Paris Kebab, c'est un film sur la folie engendrée par un jus d'orange. Je tiens ce pari, Arnaud. Trop tard. T'as perdu. J'ai vraiment trop de bonnes idées. Si je gagne les deux, j'aurai un tacos. Allez, Corentin, un film Thunderbolts est bien en préparation chez Marvel Studios avec un réalisateur, Jake Schreier. Ouais, alors, c'est très simple. Non, parce que j'avais commencé à développer ma théorie du complot affreuse. Bon, le film Thunderbolts, effectivement, il était très logique et très attendu. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Kevin Feige avait évoqué l'idée à plusieurs reprises. Il y avait déjà eu pas mal de rumeurs. C'est un film qui est assez facile à faire quand on connaît un peu les habitudes de Marvel Studios. A priori, eux-mêmes avouent que ce sera leur Suicide Squad à eux. Et c'est effectivement assez logique puisque les Thunderbolts, c'est un peu la réponse de Marvel à la Suicide Squad, où on imagine que des super méchants, on va dire un peu tendancieux, un peu plus gris, un peu moins salauds, sont mis à l'effort du gouvernement. Un peu plus gris, genre ils viennent de la série Sandman. Exact. Oui. Hey. Oui. Voilà, pardon. Ou le Hulk gris. Non, en fait c'est le Red Hulk. Du coup. C'est le Red Hulk. Ouais. Mais donc voilà, c'est une équipe qui est formée par au départ le Baron Zemo, qui est encore dans le MCU et qui on voit bien qu'après la série Falcon et Winter, ils veulent en faire un peu un Loki, c'est-à-dire un vilain un peu attachant, un peu blagueur, un peu
un peu swagués. Je les vois très bien mettre Zemo dedans. On peut aussi penser à l'équipe que monte Julia Louis-Dreyfus avec, qu'on pensait être les Secret Avengers, avec Black Widow numéro 2 et avec le US Agent. Pareil, si on prend du coup une Black Widow et un US Agent, c'est-à-dire qu'on a une parodie de Captain America et une héritière de Black Widow. En gros, on pourrait très bien imaginer qu'ils feraient une équipe un peu réponse aux premiers Avengers. Non, parce que Réponse, c'est un film Disney. Ah, remarque, ça peut être un crossover, du coup. Pardon, j'arrête définitivement de te couper. On pourrait aussi imaginer Justin Hammer qui reviendrait puisqu'il est encore présent dans la MCU. On l'a vu dans le court-métrage All Hail the King, qui est canon, grâce à Mandalorian. Voilà, Shang-Chi et la légende de 10 anneaux. Mandalorian, je sais pas pourquoi je suis allé par là. Donc voilà, il y a quelques vilains qui sont encore en vie, ils sont pas très nombreux, hein, mais on pourrait, voilà, imaginer déjà un premier roster de personnages. On a commencé à théoriser là-dessus avec Adineros d'ailleurs. Effectivement, c'est facile comme concept, équipe de super vilains, ça parle aux gens. Il y a le fait de revoir des personnages qu'on a déjà vus, ça parlera aux gens aussi. C'est pas du tout une surprise. Enfin, et quelque part, moi, je me suis même dit que ça expliquait en fait à rebours pourquoi il y avait autant eu de nouveaux comics Thunderbolts, même si c'était que pour des events à la con, tu vois, mais que Marvel remettait quand même la marque souvent en avant. Et je me dis que c'est peut-être pas. Mais tu vois, là, c'est paradoxal parce que la nouvelle série, c'est que des héros. Par exemple, donc c'est probablement que ce sera une série très courte. Non, et mais sera après c'est oui, non, mais après c'est, je veux dire, parce que de toute façon en général les comics n'ont rien à voir avec le contenu du film. Je veux dire juste le fait d'utiliser la marque pour dire regardez ça existe et regardez on aura des nouveaux volumes. Paris Kebab. Retour du Punisher avec Thunderbolts, avec John Bernthal, parce que c'est la seule façon de le faire. C'est un pari qui m'intéresse. Je le prends volontiers. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je le perdrai volontiers. Ils peuvent pas faire une série rated R avec John Bernthal qui va flinguer des mafieux ou des cartels. Trop compliqué. Donc ils font un film d'équipe, un peu burné, comme ça ils peuvent le réintroduire sans en faire un personnage qui soit vraiment un méchant, parce que Punisher quand même, si tu l'écris comme il doit être écrit, t'en fais un méchant et Marvel pourra jamais valider ça. Ils le feront en mode bisounours. Donc là ils le font dans l'équipe. Comme maintenant on sait que l'univers d'Daredevil est canon, il y a la série Daredevil qui arrive. Comme ça après ils voient comment ils peuvent le manœuvrer en mode PG-13 et ils l'ont après à disposition. C'est ça. Ils voient comment ils peuvent le Philippe manœuvrer. Exact. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, cette blague là, Arnaud, tu vois, ça mérite un kebab. Ça mérite un kebab. Et du coup, je l'accepte volontiers. Allons prendre un kebab après. Allez, Corentin, Spider-Man No Way Home ressort en version longue, The More Fun Stuff version. C'est annoncé pour le 2 septembre aux États-Unis, au Canada, et d'autres pays seront annoncés. À n'en pas douter, vu le public de forceur qu'on a aussi en France, il devrait sortir en France. Quelque part, Sony applique la stratégie Morbius. La stratégie Morbius, mais cette fois-ci avec un film qui a marché. Et plutôt que de proposer une version longue en Blu-ray, bah pourquoi pas ne pas la ressortir au cinéma. Pari risqué à mon sens, parce que si c'est pour mettre donc il y a 15 minutes de contenu supplémentaire, mais si ces 15 minutes ne sont pas que des scènes avec les 3 Spider-Man, c'est quand même du foutage de gueule. Ouais, après qu'est-ce que tu veux qu'ils mettent d'autres parce que qu'est-ce qui aurait pu être coupé au montage? Moi, je me suis dit même qu'ils vont aller retourner tous les 3 dans un studio là sur fond vert pour faire des trucs en plus. Ouais. C'est des rats, peut-être avec Venom. Oh, quelle horreur. Tu vois, imagine. Mais ouais, bah c'est clairement un move de marketing pour taper les 2 milliards et essayer de grappiller des places. Bah, No Way Home, No Way Home, je pensais pas qu'il ferait 1,9 milliard. Enfin, oui, moi, c'est déjà franchement, déjà, moi, 800 millions, ça me paraissait bien compte tenu de la pandémie, la crise du cinéma. D'ailleurs, pour ceux qui voient pas ce qu'est la stratégie Morbius, récemment, Sony, en voyant qu'il y avait plein de mèmes rigolos qui s'étaient fait avec Morbius pour se foutre de la gueule du film, ils se sont dit, mais les gens, ils l'aiment bien, alors. Du coup, ils l'ont ressorti au cinéma et il s'est planté une 2e fois. Et du coup, ça nous rappelle quand même que la qualité finit par, quand l'absence de qualité finit par se voir, en fait. On peut pas juste arnaquer les gens 3 fois. On peut tromper une fois. Non, mais justement, c'est que les gens, ils ont capté aussi que No Way Home au final c'était pas si ouf et que passer l'effet de surprise. Non, par contre, là, je crois que tu en fait, il est pas très. Non. Masterclass. Oh, c'était le plus grand film de super-héros de tous les temps. Oscar, les élitistes, donnez un Oscar à No Way Home parce que c'est un film populaire. On s'en fout de vos films péruviens. Donc oui, non, moi, Arnaud, je pense sincèrement que oui, les gens vont aller le voir. Peut-être pas avec 100 millions de dollars de bénéfices de chiffre d'affaires qui permettrait d'arriver à 2 milliards. Mais voilà, on se rappelle que Endgame, il est ressorti juste pour essayer de doubler Avatar, Kevin Feige, c'est un ambitieux. Donc, à mon avis, voilà, c'est juste ça. Les scènes en plus, qu'est-ce que tu veux rajouter? Un caméo de Topher Grace?
Peut-être qu'il pourrait faire ça, effectivement, s'il part retourner avec sa vraie tête, tous les personnages qu'on n'a pas vus de la saga précédente, ils les mettent tous, et ça fait les Sinister 9. Et voilà, je sais vraiment pas en quoi en penser. Enfin, bah, Sony, quoi. Enfin, Sony, Marvel. C'est clair. Allez, et on termine ce podcast avec le gros trailer qui est tombé après des mois d'attente, et surtout après des années d'attente, hein, tellement le projet était en discussion, enfin, était annoncé depuis, je me rappelle qu'on rédigeait déjà dessus quand on a démarré sur DC Planet à l'époque, Corentin, donc ça ne nous rajeunit pas. C'est donc le premier trailer pour Black Adam, le film d'ici avec Dwayne The Rock Johnson dedans, avec aussi la Justice Society of America, puisqu'on a Hawkman, hein, incarné par Aldous Ridge. On a Aldous Hodge. J'ai Aldous Hodge, pardon. Aldous Ridge, non. N'importe quoi. Aldous Ridge. Laisse tomber. Aldous Hodge, on a Pierce Brosnan qui fait le Dr. Fate. On a Noah Centineo qui fait Atom Smasher. Et on a, on a aussi Cyclone qui est incarné par cette actrice dont j'ai toujours énormément de mal à retrouver le nom, mais je vais te retrouver ça en l'espace de 2 secondes car c'est la magie d'internet. Regarde. Hop, Cyclone, Quintessa Swindle, voilà. Donc, ce premier trailer d'un film produit par Warner et New Lines Cinéma, qui nous montre donc Black Adam, hein, ce régent du Kandak, qui, bon, a priori dans le film est réveillé un petit peu d'un long sommeil et qui en fait se distingue de tous les autres super-héros parce que lui il s'autorise à tuer et voilà, c'est subversif. Oulala. Well, I do. Ouais, c'est... Qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai marre de donner mon avis. Moi, j'ai pas été très emballé, hein. J'ai pas envie qu'on passe pour toujours les deux gros cons jamais contents et tout ça. Même si on est peut-être juste des gros cons qui ne sont jamais contents, mais j'ai quand même eu du mal à me dire que ce film va apporter quoi que ce soit de fort. Alors pas neuf, parce que je lui demande pas de réinventer la roue, je demande pas à Dwayne Johnson de réinventer la roue, mais quand même je me suis dit, autant j'étais super emballé par l'extrait qui avait été diffusé au DC Fandom. Ouais. Je trouve qu'il y avait une belle mise en scène, je trouvais que il y avait une belle échelle de puissance qui se dégageait effectivement de ce Black Adam. Autant là, ça a l'air quand même d'être très lambda dans le blockbuster de super-héros. Bah, je pense qu'un film qui tombe trop tard aussi. Parce que tu dis qu'on écrivait dessus à DCP. Pour la première mission qu'on a fait ensemble, toi et moi, c'était sur le bilan de la SDCC 2014, je crois. Et déjà à l'époque, on ne savait pas quand, enfin si, c'était normalement 2019, on parlait déjà du Black Adam, du Dwayne Johnson Black Adam, et à l'époque, tout le monde était hypé parce que Dwayne Johnson était en énorme phase d'ascension. À la fois, il faisait des bons films avec No Pain No Gain, il faisait des bons blockbusters par-ci par-là, et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Dwayne Johnson, c'est devenu aussi un croutonnard, quoi. On a eu Rampage, on a eu San Andreas, on a eu ses participations au Fast and Furious. Mais Jumanji, c'était bien. Jumanji, c'était une bonne comédie années 90 et tout. Jungle Cruise, pareil, c'est pas un film qui est honteux. Le problème, c'est que voilà, maintenant lui, il s'est encrouté un peu dans un rôle qui fait qu'il prend de moins en moins de risques. Alors là, on pourrait se dire qu'il joue enfin un personnage plus gris. Ouais. Même si dans les faits, ce sera Dwayne Johnson qui joue un personnage plus gris. C'est-à-dire, ce sera Dwayne Johnson qui tue des gens, mais il sera toujours stylé, musclé. La réplique de fin du trailer quand il attrape le missile, et que les mecs te font bien remarquer, est-ce qu'il a attrapé un missile? Ouais, il vient d'attraper un missile. Mais je dis, mais attendez, les gars. Ouais, il est trop fort. En fait, tu vois, il est vraiment trop fort. Quand tu prends mais c'est très américain, ça aussi. Quand tu prends ton public pour des adolescents, en fait, qui s'extasient, ou moins de trucs un peu amazing, waouh, trop cool. En oubliant que, enfin, c'est un personnage qui est politique aussi, Black Adam. Moi, tu vois, ça ne me dérange pas de faire le gros con qui n'aime rien à partir du moment où les studios ne me vendent toujours la même chose. Du coup, mon avis va forcément évoluer. Black Adam, quand il était écrit, à l'époque, c'était un dictateur, c'était une parabole sur Ben Laden, sur Saddam Hussein, un truc aussi un peu moins impérialiste américain. Il a plein de bons trucs à dire, ce personnage, et justement, je trouve un peu dommage, effectivement, de voir que ça ressemble vraiment beaucoup à un blockbuster. Avec pareil, tu sais, la narration de Pierce Brosnan qui fait, voilà, on a pris le vieil acteur anglais pour narrer en mode, tu vois, c'est un peu mystique, c'est un peu grandiloquent et tout. T'as l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois, ce trailer, en fait. C'est ça le problème. Même ça fait un peu Iron Man avec les agents de l'armée et tout. Au niveau mise en scène, par contre, je pense que c'est vraiment très quadrillé pour les fans de Zack Snyder. C'est vraiment une utilisation des pouvoirs, le vol très rapide, l'hyper vitesse et l'esthétique un peu grise-orangée qui fait Zack Snyder. Je pense que de toute façon, Johnson, il était fan lui aussi de ce cinéma-là. Ça m'aurait pas étonné qu'à l'époque il y ait eu des discussions justement avec Snyder parce que lui était carrément prêt à la baston avec Superman et tout, donc peut-être qu'il ambitionnait de faire un crossover entre Black Adam et le Henry Cavill à l'époque. Mais ouais, voilà, moi c'est plus effectivement comment dirais-je, la dimension OSEF, on va dire, de ce projet maintenant, qu'on a vu Shazam, qui était quand même très excentré par rapport à l'univers DC. Il dit même pas, je crois pas qu'il dit Shazam dans le trailer, en fait. Donc même le lien avec Shazam, il a pas l'air très évident. Je suis même pas sûr qu'ils en fassent ça en vrai.
Bah ouais, mais c'est un peu con, quoi. Enfin. Bah ouais, mais bon. Ils ont le même logo, les mêmes pouvoirs, la foudre, tout ça, je sais pas. Bah, mais Dwayne Johnson, il a dit non, moi, je veux que Black Adam, il affronte Superman, mais pas ouais. Changeant. Bon, après, voilà, moi, quelque part, je te dis, je suis plus très client de Dwayne Johnson aujourd'hui. Le truc qu'il a fait pour Netflix, la Red Notice, qui était une horreur, mais ça, tu vois, c'est le film de l'encéphalogramme plat, hein. C'est vraiment écrit par un algorithme. Tout est twisté exprès, tous les gags sont nuls, tout le monde paraisse, tout le monde cachetonne. Donc, voilà, moi, j'irais pour les scènes d'action. Et parce que c'est mon travail, j'ai pas le choix. Mais à part ça, effectivement, compte tenu de l'attente, quand même, 8 ans, et que il a quand même beaucoup parlé, hein, Dwayne Johnson. Même quand tu vois son producteur de Seven Bucks, parce que c'est aussi lui qui coproduit le film, hein, évidemment, parce qu'il produit tout ce qu'il fait. Quand il en parlait, il disait, nous, on voudrait faire Kingdom Come, on est des vrais fans de BD et tout. Kingdom Come avec Dwayne, ce serait mortel, on ramène Henry Cavill et tout. Tu dis, ah, ils ont lu des BD, en fait. Les mecs, c'est vraiment des gros fans de ce truc un peu musclé, DC, etc., de Mark Waid et tout. Et le film lui-même transpire pas ça, je trouve. Après, il faut voir, c'est qu'un trailer, évidemment, c'est monté comme un trailer avec la blague à la fin, avec les scènes d'action au milieu, etc. T'auras peut-être des bonnes scènes qui vont t'emporter, l'échelle de puissance peut être sympa, voir la JSA, c'est quand même cool. En espérant que ce soit pas trop de cheapos, peut-être que ça peut ouvrir une nouvelle poche pour l'univers DC, parce que vu qu'il y a plus de Justice League officiellement, ça peut être le départ de quelque chose. Et puis c'est un film qui fera de l'argent. Dwayne Johnson, il est populaire. Ouais, donc à voir. J'ai pas envie de critiquer trop vite, mais c'est vrai que pour l'instant, le premier trailer est pas régalant. Voilà, donc ça sortira en octobre et de toute façon, on sera forcément au rendez-vous pour vous en reparler. Puis il y aura très certainement une autre bande-annonce qui arrivera d'ici là. Ce sera le seul film d'essai de cette année. Yes. Non, parce qu'il y a League of Super Pets aussi. Ouais, avec Dwayne Johnson dedans. C'est l'année Dwayne Johnson. C'est ça. Allez, Corentin, on a terminé pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réagir à tous les sujets abordés dans les commentaires. Et surtout, le plus important pour nos podcasts, si vous appréciez le travail que l'on fournit sur First Print, c'est de partager ces émissions sur les réseaux sociaux partout ailleurs. Si vous avez des gens qui aiment la pop culture, et ben dites-leur, fait, regarde, il y a un podcast qui s'appelle First Print, c'est vachement bien. C'est deux gros cons jamais contents qui parlent de comics et de cinéma. Ça pourrait leur plaire peut-être. Et voilà, mais on espère juste, c'est important de les partager. Puis on vous rappelle qu'on a une page Tipeee qui est ouverte aussi. Voilà, je sais, il faut qu'on le rappelle à chaque fois, mais parce que si vous voulez le podcast soit pérenne et puisse exister sur le long terme, on a besoin d'être soutenu aussi sur cette page, puisque on y passe énormément de temps, beaucoup d'efforts, de travail et tout ça. Et donc si vous estimez que tout travail mérite salaire, vous avez l'occasion de pouvoir nous aider à simplement faire vivre ce podcast le plus longtemps possible. On vous remercie de nous avoir écoutés en tout cas, et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.